L'idée était très simple, c'était de créer un outil de gestion de tâches, donc un outil de productivité pour gérer les tâches en équipe. À New York, il y avait pas de boîte de software du tout. Toutes les boîtes de software étaient en Californie, la Silicon Valley. Je sais pas, tout ça, ça ne me faisait pas peur. Je venais d'avoir ma première fille, j'avais pas d'argent de côté. J'ai eu envie de me lancer. J'avais pas envie de chercher un autre job et puis je décide de commencer à développer ça avec mon beau-frère Harry, qui est le frère de ma femme, qui était à Epitech, et je lui demande de venir passer l'été chez nous, à New York, pour développer un premier prototype de productive, et puis qu'ensuite, il retournerait, à l'école. Et puis finalement, il est jamais reparti. Du coup, il était à New York, on a monté cette boîte, on a levé un peu d'argent et puis on a commencé voilà, à développer Productive, et voilà, c'était le début de Productive, donc été 2008. On est déjà en air. Bonjour tout le monde. Là, on était en train de s'accorder sur comment est-ce qu'on s'appelle. Donc, je suis super content aujourd'hui. Je suis avec Ilan, qui est un entrepreneur multirécidiviste. Ilan est également podcaster, oui, à New York, qui aujourd'hui, si vous ne connaissez pas cette émission, forcément, Ilan, on aura le temps de parler justement de ton aventure aussi en tant que podcast host. Mais pour commencer, je te propose de te présenter succinctement. Avec plaisir, bah, merci de me recevoir, Guy. Écoute, alors succinctement, moi je suis, franco-américain. Je suis devenu américain il y a 2 ans maintenant. Je suis à New York depuis, quasiment 18 ans. Je suis parti à New York, à la fin de mes études d'école de commerce, Kedge à Marseille. Hem puis je suis jamais revenu. Je suis papa de 4 enfants et entrepreneur, dans la tech depuis une douzaine d'années. Et puis depuis, 8 ans, après avoir vendu ma première boîte, je suis devenu aussi investisseur. Donc je fais ça, on the side. J'ai investi dans peut-être une soixantaine de boîtes maintenant depuis 8 ans. Et donc aujourd'hui, entrepreneur derrière une boîte qui s'appelle Dots, dont le nom, a changé récemment et qui s'appelle maintenant Async. Et cofondateur d'un fonds qui s'appelle, Origins, avec, Blaise Matuidi, joueur de foot. Parfait. On va parler de tout ça. Je te propose qu'on revienne à la jeunesse. Tu as dit que tu as quitté la France pour les États-Unis. Là, c'était dans le cadre de tes études ou alors tu avais déjà ton premier projet entrepreneurial qui t'a incité à partir de l'autre côté pour pousser ça? Non, écoute, c'était pas dans le cadre de mes études. J'ai fini mes études, en école de commerce, et moi, je rêvais de partir à New York depuis tout petit, et donc dès que j'ai pu, je suis parti. Donc en gros, l'occasion s'est présentée à la fin de mes études. J'ai fait un VIE, un volontariat, international en entreprise, dans une boîte qui s'appelle Michel Cluzel, qui est une boîte, très connue, de chocolat. Hem Qui s'installait aux États-Unis et qui avait besoin d'un commercial, en gros, et j'ai commencé à travailler pour eux, donc du coup, quand j'étais déjà, diplômé, et donc je suis venu, j'avais, 23 ans, heu et donc c'était pas, dans le cadre de mes études, c'était vraiment un projet personnel de venir m'installer ici, dès que possible. Voilà. Yes. Et là, il y avait déjà un projet de faire ta vie aux États-Unis ou c'était juste une case de cocher, OK, et ensuite tu passes à autre chose? Non, c'est marrant, moi j'ai toujours, non, je sais pas, comment l'expliquer, Hem, sans aller trop loin dans mon inconscient, mais j'avais envie de je sais pas, j'ai toujours été attiré, en fait, par la culture américaine. Moi, je suis un enfant des années 90. Je suis né en 1980, hem et les années 90, je sais pas quel âge tu as, mais c'était, les années, NBA, Michael Jordan, c'était les années, hip-hop, c'était les années R&B, enfin la culture américaine, elle était folle dans les années 90, et
je pense que ça m'a forcément un peu, attiré vers les US et elle était forte quoi la culture américaine dans ces années, tu vois ce que je veux dire? Elle est toujours aujourd'hui, mais aujourd'hui on peut y trouver aussi des défauts, des problèmes, des dérives, qu'on voyait moins à cette époque-là et il y avait vraiment une ADN très particulière et hem et donc voilà, moi je enfin ça coulait dans mes veines quoi l'Amérique et donc quand je suis venu, en fait, il n'était pas question pour moi de repartir. Je me suis battu pendant les 3 premières années. J'ai changé de job, chaque année parce que c'était des tout petites boîtes et à chaque fois, il y avait un problème différent. Les boîtes, finissaient par fermer ou voilà et je me battais année après C'était année complexe pour de à chaque fois prolonger, le visa, en tout ah cas le c'est visa travailleur? c'est très dur. Ouais, ouais, non, c'est les visas aux États-Unis, c'est vraiment très compliqué. J'ai eu je sais pas combien de visas différents, avant d'avoir ma green card et ensuite la nationalité, mais je dirais 7, 8, tu vois? Ah Sur, ouais, 9 ans. Donc j'en ai eu beaucoup des visas, j'ai tout exploité, quoi. J'ai vraiment eu tous les visas possibles, et à chaque fois, c'est une bataille. Il faut convaincre les boîtes de te sponsoriser un visa et cetera. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus difficile qu'à mon époque. Mais ouais, il fallait se battre et je pense que enfin, pas une seule minute depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je me suis posé la question de repartir ou de quitter les États-Unis. Bon, maintenant, il y a un centre de gravité qui est différent parce que mes enfants sont tous nés ici et donc il y a l'école et tout ça et puis, voilà, maintenant, c'est encore moins un sujet, mais après on sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, jusqu'à présent, ça a jamais été un sujet et ça a jamais été vu comme une expérience. yes. Du prisme, bon, on parle des États-Unis, c'est assez vaste et hyper protéiforme selon, la zone où tu te trouves. Je sais que toi, tu es à New York et toi, quel est le regard que tu as, de ton prisme de français, franchouillard peut-être? Sur les États-Unis, tu veux Oui, dire? entre ouais, par rapport, enfin, le regard que tu poses, en tout cas, quand tu superposes, les États-Unis et la France, du point de vue de qualité de vie et même aussi, du business puisque c'est, l'univers dans lequel tu baignes le plus. Écoute, plein de choses à dire là-dessus. Les cultures françaises et américaines sont, honnêtement, j'ai envie de dire, diamétralement opposées. On s'en rend pas compte en France parce qu'on se dit: «Bon, bah, les deux pays sont des pays, très riches, heu, tu vois, démocratiques, et plein il y a plein de points communs au niveau macro. Au niveau micro, en fait, il y en a très peu des points communs. Déjà, les Français et les Américains sont très différents, ils sont opposés. C'est-à-dire que les Américains sont très faciles, d'accès, souriants, sympas, ouverts, Mais on dit que c'est faciles fake à ça, généralement ils disent que tout ça, que c'est fake, c'est culturel et puis, je sais pas si c'est fake, en fait, ils ont appris les Américains, ils apprennent très tôt. Je le vois maintenant avec mes enfants, hein, donc ils apprennent très tôt à avoir confiance en eux, tu vois? Et donc ça se remarque sur à plein d'endroits de leur vie, mais du coup, ils ont pas peur de parler en public, ils ont pas peur de faire des blagues, ils ont pas peur de t'accueillir dans un magasin, ils ont pas peur de plein de choses, en fait. Peu importe, d'où ils viennent, c'est quelque chose que tu as dans le système, scolaire aux États-Unis où on te donne confiance, on passe beaucoup plus de temps à te dire ce que tu fais de bien, versus, ce que tu fais de mal. Dans les écoles françaises, qui est quand même assez, focalisée sur les notes, tu vois? Les résultats et former un peu des élites. Tu as beaucoup d'enfants qui se sentent pas bien dans ce système parce que, ils sont au milieu de la classe ou ils sont à la fin de la classe, et du coup, ils ont pas confiance en eux, tu vois? Et moi, j'en faisais partie. J'en faisais partie de ces enfants-là et c'est pas que j'ai un mauvais souvenir de l'école en France, mais j'en ai pas non plus un bon souvenir. Et je vois mes enfants aujourd'hui, bon, bah, ils sont contents d'aller à l'école, tu vois? Ils mmh. sont contents d'aller à l'école. Quand on parle aux profs, hem, pour les parent teacher conference et ben, ils mettent beaucoup plus d'accent sur ce qui se passe bien, tu vois? Et donc ça, du coup, c'est ce qui fait que les Américains aujourd'hui, effectivement, tu as l'impression que alors quand tu es français
Nous, on n'est pas comme ça. Les Français, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dur d'accès, mais une fois qu'on s'est ouvert, après on construit des vraies relations profondes. Les Américains, c'est un peu l'inverse. Mais en fait, juste, ils ont grandi différemment. C'est pas fake, c'est leur façon d'être et après tu peux aussi nouer des amitiés avec des Américains, bien sûr, mais c'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile, surtout pour nous qui sommes français, on n'a pas la même façon de concevoir le monde, quoi. Hem, mais voilà, c'est 2 profils de peuples, et 2 cultures très différentes là-dessus, ouais. Yes. Du coup, toi, demain, tu as dit que tu es franco-américain maintenant, américain parce que, je crois que ça fait quelques mois que tu es devenu américain, si je ne m'abuse. 2 ans, ouais. À 2 ans déjà? Ah ouais. Ouais. Et tu te revois revenir en France? Non, hem, mais, heu, déjà je tu vois, je sais pas, je dis pas qu'on reviendra jamais en France. Si je revenais en France, je reviendrais pas en tout cas à Paris. Peut-être que je me verrais habiter, à Marseille ou tu vois, dans des villes comme ça Tu es où originaire de vraiment j'ai Marseille, non? Tu as ou non, mais j'ai étudié à Marseille pendant 4 ans, pendant mon école de commerce. Heu, mais oui, je suis très attaché à cette ville et à cette région, heu, je sais pas parce que ça serait tellement ce serait un vrai bouleversement en fait, pour nous, je pense, de retourner en France. Il y a des choses qui ont quand même évolué dans le bon sens en France, depuis qu'on est parti, en particulier dans le business, dans la tech, clairement, voilà, on n'est pas dans le même monde que quand j'ai quitté, la France et même qu'il y a 5 ans, à peine 5 ans, on n'avait pas autant de champions, tech et autant d'opportunités, autant de fonds d'investissement et cetera donc ça clairement, ça a bien évolué mais je trouve que la société, elle a pas forcément évolué, dans un sens positif. On voit les dernières élections, ce qu'elles donnent, tu vois? Avec les extrêmes, qui sont si puissants. Ça me fait très peur et c'est pas enfin, je dis pas que du coup, c'est pas un pays d'avenir, mais en tout cas pour moi qui viens des États-Unis, bon, il faut pas oublier que nous, on est passé par, Trump aussi, ouais. pas non plus c'est pas non plus la grande vie, faut dire ce qui est, mais heu, mais là, c'est un peu revenu à la normale. En France, j'ai du mal à me projeter sur, tu vois? En tout cas pour éduquer mes enfants en France aujourd'hui, je trouve que ça serait un retour en arrière. Ouais. Mais c'est pas non plus un détachement complet, vu que, on va en parler, tout à l'heure, plein de boîtes dans lesquelles tu investis, même si c'est des boîtes qui sont incorporées aux États-Unis, généralement, il y a une patte, une empreinte, française, francophone. Ah non, mais complètement, moi je suis très attaché à la France. Enfin, jusqu'à ce jour, les news que j'écoute, c'est des news, français. Tous les matins, j'écoute, le journal d'RTL à 7 heures du mat, j'écoute pas, CNN ou je lis bien sûr, le New York Times et plein d'autres choses ici pour les news aux États-Unis, mais je suis quand même très proche de ce qui se passe en France. Je suis français, je resterai français jusqu'au bout. Hem, c'est pas parce que tu changes de nationalité ou tu adoptes une nouvelle nationalité que tu oublies une autre. Je pense que c'est pas pour rien qu'on peut être, citoyen de 2 et des fois 3 pays. On se sent attaché à des choses différentes et en l'occurrence, ta nationalité de naissance, je pense qu'elle disparaîtra jamais. Autant moi, c'est pas un sujet de culture, de la bouffe ou autre, tu vois? C'est pas ça qui me manque en France. Je sais que pour d'autres, ça peut être le cas, Ouais. moi pas du tout. Autant non, je me sens à fond français, mais après entre être français et vouloir, revenir en France, tu vois? Je trouve qu'il y a un gap quand tu as habité autant d'années dans voilà, dans un autre pays. Yes. Tu peux me donner un petit peu de contexte, sur la création de ta première boîte productive? C'est ta première boîte productive ou avant ça Oui. tu OK. Ouais, c'est ma première boîte. Écoute, productive en gros, j'ai eu l'idée de cette boîte, donc début 2008, et l'idée était très simple, c'était de créer un outil de gestion de tâches, donc un outil de productivité pour gérer les tâches en équipe. Bon aujourd'hui il y en a des centaines,
Ouais. Mais à l'époque, À c'était pas l'époque non plus, i en non, plus il y en en avait pas non plus 2008, des centaines. déjà Ouais, ouais. l'idée de créer un truc, comment est-ce que, excuse-moi de te couper, hein, mais, Je t'en prie. est-ce que en ce moment, tu étais, tu crois que tu devais bosser pour L'Oréal ou, tu Non, je bossais chez Jérémy Bérébi qui avait monté une boîte qui s'appelait Zlio, et qui se passait pas très bien à ce moment-là, la boîte et donc du coup, je commençais à réfléchir à la suite et Jérémy Bérébi, c'est pas celui qui gérait le fonds si, de Xavier Niel, ouais, Xavier Niel avant, exactement Jean et Laroche avant Rochon. ça exactement et avant ça, il avait monté, une start-up qui s'appelait Zlio et je bossais pour eux. Je gérais les États-Unis pour Zlio et non et bah, clairement, j'étais pas du tout dans la meilleure posture pour démarrer une boîte. Puis bon, en 2008, honnêtement, il y avait pas beaucoup de boîtes qui levaient de l'argent. Mmh mh. Heu, à New York, il y avait pas de boîte de software du tout. Toutes les boîtes de software étaient en Californie, Silicon Valley. Ouais. Je sais pas, tout ça, ça ne me faisait pas peur. Je venais d'avoir ma première fille, Mmh mh. j'avais pas d'argent de côté et pourtant, je sais pas, j'ai eu envie de me lancer. J'avais pas envie de chercher un autre job et puis je décide de commencer à développer ça avec mon beau-frère Harry, qui est le frère de ma femme, qui était à Epitech et je lui demande de venir passer l'été chez nous, à New York, pour, développer un premier prototype de productive et puis qu'ensuite, il retournerait, à l'école et puis finalement, il est jamais reparti. Il a attrapé le virus aussi. Il a attrapé le virus, bah, du coup, il était à New York, on a monté cette boîte, on a levé un peu d'argent et puis on a commencé voilà, à développer Productive. Donc ça a démarré vraiment, j'ai eu quelques business angels qui m'ont fait confiance, dès le premier jour et que je remercie encore à ce jour parce que parce qu'honnêtement, c'était ma première boîte. Ils ont cru en moi et bon, ils ont eu raison parce que cette boîte s'est bien vendue mais quand même, j'avais vraiment pas grand-chose. Donc des Oleg Chelsov, des Fabrice Grinda, des Jérémy Bérébi et d'autres. Hem et voilà, c'était le début de Productive, donc été 2008. Yes, donc tu étais en train de vouloir pitcher aussi, la proposition de valeur qu'un outil de productivité, même s'il y en a plein aujourd'hui. C'est quoi? C'était un produit plus, comment est-ce que c'était, distribué sous forme d'abonnement? Ouais, on vendait, donc en fait, tu payais un peu comme Slack, c'est-à-dire que Mmh tu mh. payes pour ta boîte en fonction du nombre d'utilisateurs. Mmh. Hem, alors ce qu'il faut savoir, pourquoi on s'est lancé là-dessus, c'est que en fait, donc en 2007, c'est le lancement de l'iPhone. Hem et puis tout le monde commençait à imaginer que l'iPhone, à un moment, allait créer un App Store où tout le monde allait pouvoir développer des applications pour l'iPhone. Ça paraît fou, hein, quand on le dit Mmh. aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une révolution, vraiment et puis en 2008, tu as Android qui sort et pareil, et en fait, c'est pour ça que moi j'ai monté Productif parce que je me suis dit: «Tiens, il y a des outils de gestion de tâches, mais pas gros, tu vois? C'est pas des grosses boîtes». Et pourquoi? Parce que, bah, si tu es pas capable de recevoir une notification quand une tâche, arrive à maturité sur ton téléphone en situation de mobilité, bah, en fait, tu vas pas sticker à cette boi à ce produit-là, tu vois? Tu as besoin, pour un outil de gestion de tâches, qui soit multiplateforme. Je bosse devant mon ordi, mais je suis aussi en mobilité, je suis avec mon téléphone, je voyage, je Tu es rentre en chez alerte, moi et quoi. ouais, exactement. Et bah, aujourd'hui, on le voit, on peut pas se passer des reminders sur nos téléphones, tu vois? Mais à l'époque, moi, c'était ça ma réflexion et je me suis dit: «Tiens, il faut créer un outil collaboratif de gestion de tâches pour les équipes», parce qu'il y a un business model derrière les équipes, moins derrière les particuliers. Aujourd'hui, c'est un peu plus le cas dans le software. Tu peux facturer des particuliers, mais à l'époque, pas du tout. Et donc, il faut faire un outil de gestion de tâches pour les équipes et il faut qu'on soit cross-platform. Et donc, on était vraiment la première boîte à créer un outil de gestion de tâches, pour iPhone, pour Android, pour Mac, pour web, pour Chrome, pour Outlook. Enfin, on avait des applications sur toutes les plateformes au fur et à mesure, hein, pas le Mmh. premier jour. Et c'était ça la vision et les gens, qui ont investi ont acheté cette vision-là et puis voilà, ça a pris quand même beaucoup de temps à prendre parce que nous-mêmes, on n'avait pas l'expérience de créer un beau produit avec, avec les bonnes fonctionnalités. On savait pas exactement comment parler aux utilisateurs. Enfin,
C'était le Far West à l'époque, hein. Donc ça a mis du temps et puis à un moment, on a trouvé la martingale. Ouais. Mais toi, tu avais pas, forcément un profil tech, tu avais plus un profil de commerçant. J'imagine que c'est dans ce cadre-là que ton beau-frère t'a rejoint pour, t'aider à construire le produit, même si peut-être tu avais, un input sur ce qu'il faisait? Ouais, j'avais pas du tout un profil tech, enfin j'avais bossé pour des boîtes de tech, j'avais, je pense, une sensibilité produit. Hem, Tu vois, j'avais une notion de, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, de la UX, tu vois? Comment positionner des features, à quoi ça doit ressembler et cetera. J'avais des notions, je pense, Mmh. j'avais des intuitions, mais Ouais. très peu et donc j'ai dû apprendre. Donc en fait, c'est pour ça que pendant la première année et demie, on a beaucoup galéré. On a shippé plusieurs versions de Productive et en fait, il y avait toujours soit des bugs, soit des features que les gens comprenaient pas. Enfin, très compliqué et puis j'ai appris et au bout de d'1 an et demi, d'apprentissage, ben, je pense que je suis devenu, largement meilleur d'un coup parce que j'avais compris et intégré pas mal de choses et de feedback, de nos premiers utilisateurs et puis à ce moment-là, je suis devenu un peu plus un product guy qu'autre chose. Alors oui, évidemment, j'ai fait une école de commerce, mais tu as beaucoup de gens d'école de commerce qui deviennent product manager et t'as pas, j'ai envie de dire que tu as pas forcément besoin d'avoir des compétences tech. Tu dois être capable de comprendre les ingénieurs et de comprendre ce qu'ils développent et leur process et leur timing et cetera. Mais, mais plus que ça, tu dois comprendre les utilisateurs et la façon dont ils utilisent ou ils utilisent pas ton produit, tu vois? Et donc c'est ça que j'ai un peu développé et aujourd'hui, en tant que CEO, je pense que tu dois avoir des notions de business, tu dois avoir des notions de product, tu dois avoir des notions d'engineering et c'est des choses que j'ai développées évidemment, à travers les années, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui se voit aussi, lorsqu'on suit un peu ton parcours, cette exigence au niveau du produit et ça se voit que tu adores ça, tu aimes ça. Tu vas nous en parler, notamment avec Willy aussi. Et cette aventure-là, combien de temps est-ce que ça a duré avec, Productive jusqu'à, l'exit? Et ben Avec, écoute, pardon, avec, Productive. ouais, c'est ça, à peu près 4 ans et demi. Heu, on a commencé à générer, des revenus au bout de 2 ans, quand on a lancé une nouvelle version de Productive. Donc justement, comme je te le disais, j'ai commencé à intégrer pas mal de choses. D'un coup, j'ai compris, ce que les utilisateurs voulaient pour un bon outil de gestion de tâches en équipe et puis, on est reparti à zéro. On a recruté quelques ingénieurs et puis on a développé une nouvelle version. Là, on a lancé et là, on a commencé à marcher. Donc là, on a commencé vraiment à avoir un beau produit avec beaucoup d'utilisateurs. Il y a des jours où on avait, tu vois, 10 000 sign-up par jour, Ah ouais. parce qu'on a lancé sur, une appli Mac et je me rappelle plus exactement des chiffres, mais quand on a vendu, on avait, autour de 1 million à 1 500 000 utilisateurs. Je me rappelle plus exactement du chiffre, mais plus d'1 million en tout cas. Pour un outil de productivité, c'était Ah c'était ouais, vraiment c'est pas mal. c'est énorme. Et puis on faisait, vraiment pas mal de revenus, hem et à ce moment-là, bon, bah, on a été contacté par Jive qui était une boîte publique à l'époque, un assez gros poids lourd des outils un espèce de, ils appelaient ça un enterprise social network, donc un espèce de Facebook interne pour les entreprises, qui était leader, qui avait levé de l'argent avec Sequoia Capital, avec Kleiner Perkins, et cetera. Donc c'était vraiment une très belle boîte de la vallée qui s'est fait racheter entre-temps, maintenant, depuis quelques années et ils nous ont contactés au moment où on allait lever un série A, pour Productive et en fait, bah, à ce moment-là, j'ai compris que c'était probablement mieux pour nous de vendre, parce que, je m'étais quand même fait pas mal diluer. On n'avait pas levé beaucoup d'argent, donc je savais que tous les investisseurs allaient être contents du retour. Mmh. Vous avez levé Hem, combien avant d'être contacté? Avant la série A, vous étiez à peu près combien de levées? on avait levé, je pense, maximum 1 million en tout, donc vraiment pas beaucoup. Hem, donc voilà, j'avais aussi en tête le conseil de Michel de Guilhermet, qui est un super entrepreneur français qui était, dont je suis proche et qui m'avait dit à l'époque: «Écoute Ilan, c'est ta première boîte, le marché a commencé à évoluer un peu». Tu avais Asana, qui était cofondé par le cofondateur de Facebook, qui arrivait exactement sur notre marché, qui venait de lever 35 millions. Tu avais Trello qui venait de lever 10 millions.
et moi, j'avais pas cette capacité de lever autant et donc il y avait des risques, tu vois? Il y avait des risques que la boîte vale beaucoup moins, 3 ans plus tard qu'à ce moment-là. Alors avec vraiment beaucoup de recul aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'on aurait pu en fait devenir un géant, mais c'est facile à dire avec le recul, Mmh. parce que ça restait quand même ma première boîte. J'avais pas tous les automatismes, il y avait pas autant de playbook, il y avait pas autant de façons de se former à l'époque qu'aujourd'hui. Tu avais pas accès à tout le monde, enfin, tu vois? C'était quand même un autre monde. Donc voilà, donc j'ai jamais regretté d'avoir vendu Productive et puis ensuite je suis parti, m'installer avec toute notre équipe, à Palo Alto pour bosser pour Jive. Ah ouais, tu as quand même vécu en Californie? Ouais, quasiment 2 ans, ouais. Waouh, je sais que et comment est-ce que tu je sais que tu étais pas, forcément le plus grand fan de la baie et je crois que j'ai écouté ça dans un de tes épisodes, c'est pas forcément l'endroit qui te fait le Ah plus ouais, kiffer j'avoue. et tu nous parles un peu de ça? Tu étais obligé déjà ou il y avait pas, tu avais la possibilité de sortir avant? Ouais, non, il y avait pas de remote à l'époque. Donc en gros, quand ils nous ont racheté, la condition, c'est que tout le monde, vienne bosser chez Jive, donc à Palo Alto. Et moi, ça m'allait parce qu'on avait envie de faire une pause de New York aussi, où on sortait avec ma femme de 4 ans et demi de boulot acharné quand même sur ma première boîte. C'était un bon moment, les enfants étaient petits, et puis on avait besoin de verdure et voilà, donc on a été s'installer à Palo Alto, on était très contents. Mmh. Du coup, j'ai découvert, la région pendant 2 ans. J'ai agrandi mon network, j'ai rencontré beaucoup de monde et cetera et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir, et puis les plus belles boîtes dans lesquelles j'ai investi, à l'époque, je les ai rencontrées, à Palo Alto, quoi et il se passait beaucoup de choses. C'était des bonnes années pour l'investissement. Mmh. C'est là, on est en Hem, quelle année là? 2013 et 2014. 2013-2014, parfait et c'est public, le prix de la vente de Productive? Non, il a jamais été public, non. OK. Je vais pas te Il y poser avait la question. il y avait quelques zéros. Je te mets sur la piste. OK, c'est logique. Non, Yes. je le dis pas, mais vraiment parce que j'aime pas parler d'argent. Pour moi, Ah, tu as quand même c'est un gardé un thème. truc français, que c'est tu aimes pas parler Ouais, d'argent. mais non, mais c'est même pas ça. C'est que, tu sais, des fois, c'est interprété, différemment et on se dit: «Ah ouais, ouais, bah oui, lui, il a gagné beaucoup d'argent et trucs». En fait, j'ai jamais fait ça pour ça. Jusqu'à ce jour, j'ai jamais monté de boîte pour, gagner de l'argent. Au contraire, je trouve que c'est C'est la la façon la plus conséquence. difficile de devenir riche. Donc je trouve que c'est pas important voilà, de s'étaler sur les montants. Mais voilà, tout ce qui est important, par contre, c'est ce que ça m'a permis de faire après, que j'ai jamais pu faire avant. Et tous les entrepreneurs que je rencontrais, qui venaient me voir à New York pendant Productif, parce que j'avais pas mal de visibilité. J'étais un des premiers Français aux US dans la tech, et donc j'ai toujours reçu beaucoup de messages et cetera et puis un jour, j'ai pu commencer à investir dans ces gens et c'est ça qui était génial pour moi. Yes. Hem Tu te et rappelles de la première boîte dans laquelle tu as mis un ticket? absolument, ouais, c'était Sunrise. Ah ouais! Sunrise, Calendar. Donc c'était vraiment, je crois, Ils ont 2 été semaines ils après ont le vendu près de, je crois, 100 millions à Microsoft. exactement et pour la petite histoire, donc ça, c'est marrant parce que comment tu vois, quand tu es quelqu'un de stable et de réfléchi, tu vois, en anglais, ça me vient en anglais, mais what goes around comes around et en fait, c'était mon premier investissement et le cofondateur donc il y avait 2 cofondateurs de Sunrise, il y avait Pierre Valade et Jérémy Levan. Jérémy Levan qui était le designer et qui est devenu aujourd'hui mon cofondateur, sur Async Ah, et c'était mon premier investissement et donc et puis voilà, donc je ouais. crois il est sur un autre projet, Jumbo, un truc comme ça, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Ouais, Pierre, d'ailleurs dont je suis toujours proche et qui lui est à Brooklyn. Ouais. Mais moi, je me demande comment est-ce que toi, est-ce que tu investis dans Sunrise ou est-ce que tu investis, sur ces 2 guys? Parce que si on te pitch ce produit, le contexte et à l'époque, c'est pas forcément, le truc sur lequel moi je vais miser de prime abord. J'ai pas forcément la même bouteille que toi, mais juste un calendrier, tu vois? C'est pas c'était pas non plus ouf ouf et en plus, c'était pas un truc qui était monétisé lorsqu'ils ont revendu à Microsoft. Ils ont vendu plus, je sais pas si je dirais, la base de données ou la base d'utilisateurs que
En fait, c'est ça qu'ils ont valorisé la boîte, quoi, que sur, la monétisation de ceux qui utilisaient le Ouais. produit. Alors, faut pas oublier qu'on est aux US et qu'aux US, des marques se créent à partir de pas grand-chose, et des cultes se créent autour de marques, tu vois? Et c'est le marketing. Alors Pierre et Jérémy, moi j'ai misé sur eux, 100. Je croyais aussi à l'opportunité de réinventer le calendrier parce que, encore une fois, on est au début des applications. Il y a personne encore qui a été attaqué les applications natives d'Apple. Les applications natives, c'était, la météo, les notes, le calendrier, l'email et cetera, et eux, c'était les premiers à s'attaquer au calendrier ou quasiment les premiers. Hem Et puis surtout, c'était des super product people, quoi. C'était les hyper bons designers. Pierre, la tête très bien faite, ingénieur des ponts et chaussées si je me trompe pas, Mmh mh. ou des mines, je me rappelle plus. Heu et j'ai misé sur les 2, mais je croyais aussi au space. Alors quand ils ont revendu à Microsoft, je crois qu'ils avaient 6 millions d'utilisateurs, mais surtout ils avaient des très, très gros fans, et Microsoft a racheté leur équipe pour intégrer ces compétences dans Outlook, qui était leur, produit phare. Donc ouais, c'était un très bon pari. J'avais pas de doute que Sunrise allait devenir quelque chose, mais oui, quand j'ai investi, il y avait rien. Mmh. Waouh! Faut de la 1er coup conviction. et c'est le bon coup. Yes. Ouais. Ouais. Donc, ouais, là, est-ce que tu pendant les 2 ans que tu as fait, dans la baie, est-ce que, tu as dit que c'est en c'est à cette période-là que tu as commencé à investir, massivement, enfin massivement, en tout cas, tu as commencé à investir dans des boîtes, Ouais. et à faire un peu ton carnet d'adresses. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, les typologies de on rencontre qui, dans la baie, en 2014-2015, heu? Bah, on rencontre, bah, tous les VC déjà. Donc, quand j'ai monté ma boîte d'après, j'ai commencé, quand j'étais encore à Palo Alto, et j'ai levé, un premier round, très rapidement avec des VC que je connaissais ou que j'avais rencontrés sur place. Tu parles de Willow, là? Ma boîte d'après, c'était Illy. Ah, Illy, Donc ça, ouais, OK. c'était ma deuxième boîte, et donc, boîte dans le hardware, et donc du coup, d'être sur place, bah, ça facilite, et puis je pense que quand tu habites sur place, en fait, tu es tellement près de l'écosystème brûlant, des gens de Stanford, de Sand Hill Road, où tu as tous les VC et cetera. Il y a une, C'est un petit monde? Tout le monde connaît tout le monde ou alors s'il faut alors tout le des monde ne intros, s'il y a pas des intros, c'est dead? Ouais, alors c'est oui et non. En fait, c'est un petit monde, mais très dur à pénétrer parce qu'en fait, c'est beaucoup de gens qui sortent des mêmes choses, tu vois? Des anciens de Google, des anciens de Facebook, des anciens des gros fonds, des anciens de Stanford, des anciens d'Harvard, c'est une caste. Moi, c'est ce qui m'a pas plu justement dans la Silicon Valley, c'est que je trouve que c'est pas accueillant comme région. En fait, c'est beau, mais quand tu ne viens pas de ce moule, c'est très difficile à pénétrer, et je trouve qu'il y a aussi une espèce de chape de plomb, si tu veux, où tout le monde pense la même chose, tout le monde travaille dans les mêmes boîtes, tout le monde fait la même chose. Moi, je me sentais étouffé, en fait, là-bas. Tu vois? Malgré la verdure et les grands espaces, j'avais, mentalement quelque chose qui me bloquait, et jusqu'à ce jour, hein, je suis pas bien quand je vais là-bas. J'ai tout de suite un non, mais j'ai un mauvais feeling, j'ai des mauvaises vibes. Il y en a plein qui te diront pas la même chose, hein. Il y en a plein des Français aussi qui se sont installés là-bas et qui sont très heureux. Moi, j'étais frustré de pas pouvoir, pénétrer ce monde, tu vois? Et j'ai senti que même après avoir passé 2 ans là-bas, j'avais pas le moule, en fait, tu vois? Donc j'avais plus le moule de New York, et donc c'est pour ça qu'on est rentré, entre autres. Yes. Maintenant l'idée de Illy, tu peux me donner un petit peu, le contexte? Comment est-ce que tu l'as eu? Et puis, déjà, pourquoi est-ce que tu te lances dans du hardware? Toi qui qui avait déjà un petit peu goûté le soft et qui, connaissait, tout ce que tu avais en termes de possibilités et bon, je vais pas dire facilité, mais en tout cas les contraintes qu'en tout cas que tu peux rencontrer dans du hard par rapport à du soft.
Bah, écoute, j'ai en fait, 2014, c'est le début des objets connectés. À ce moment-là, tout le monde parlait de la maison intelligente, des objets connectés, du consumer electronics. En fait, c'est devenu hyper à la mode, chez les entrepreneurs aussi qui commençaient à développer des choses et hem et en fait, moi, ce que je me suis dit à cette époque, c'est, bah, j'ai fait une première boîte qui s'est quand même pas mal terminée. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de découvrir quelque chose que je connais pas encore. J'ai envie de faire quelque chose de plus difficile. Et j'avais une idée d'un produit, hardware et puis j'ai commencé à aller, chercher, ben, les meilleurs, ingénieurs que je pouvais trouver en France, hardware et donc j'ai Mmh. été débaucher des gens chez, WeThings, chez Parrot, Ah, chez tu Aldebaran bossé chez Robotics. WeThings? Non, non, j'ai été débaucher des gens. Ah, d'accord, d'accord. Parce que moi, j'avais J'ai besoin de reçu aussi, Fred Potter ouais, il est qui a cofondé WeThings et ensuite Netamo plus tard. ouais, exactement. Moi, j'ai été, chercher, en fait, des ingénieurs, chez eux, parce que j'ai compris, après avoir parlé à quelques personnes dans le hardware, j'ai compris à peu près ce qu'il me fallait pour démarrer une équipe et un produit hardware et donc ingénieur électronique, ingénieur mécanique, ingénieur firmware, ingénieur software. Pour le software, j'ai ramené, Dan, Attali qui était chez Productive, Mmh. que j'avais fait venir de France et qui est maintenant d'ailleurs devenu mon co-founder et CTO de Dots. Hem et ensuite j'ai ramené plusieurs personnes qui sont tous venus nous rejoindre à New York. Donc j'ai préparé, la levée de fonds et cetera pendant l'été et ensuite, début septembre, on attaque Illy Sans depuis New rien, York. sans produit, sans rien. Tu as les Bah, on lever, juste commence à avec zéro, quoi. On a été levé, oui, on a été levé sur un concept, de produit et puis avec des gens, voilà, qui avaient envie de financer ma prochaine boîte. Ça, c'est toujours plus facile quand tu as un premier succès mmh d'aller lever, hein, parce qu'on mise sur toi et mmh et puis là, on a commencé, voilà et l'idée d'Illy, c'était de créer un peu un téléphone de maison réinventé, téléphone fixe, tu vois, réinventé, avec un use case très précis, c'est de connecter les enfants à leur famille et en particulier les enfants qui sont pas connectés, donc les enfants de moins de 10 ans. mh. Aujourd'hui, bah, ils ont pas de téléphone, des fois, ils peuvent prendre le téléphone de leurs parents, des fois, ils peuvent prendre un iPad, des fois, ils peuvent prendre un ordi. Mais moi, je voulais créer un device qui était quand même sécurisé, qui avait pas de YouTube, pas de jeu, pas de navigateur internet, que de la communication. Donc tu avais des sur l'écran, tactile de notre, device, tu avais, les photos de tous les membres de la famille qui sont connectés à ta famille dans Illy et avec des apps, mobiles pour eux et le device pour les enfants et voilà, moi, étant expatrié, j'avais ce problème-là tu vois, que mes enfants parlaient pas assez à mes parents, par exemple, et leurs cousins et donc c'est comme ça qu'on a démarré. Ils parlent en français tes enfants? Ouais, ouais, ils parlent français, bien sûr. Nice. C'était les premiers à tester le produit, quoi. Ah carrément, ouais, c'était les tout premiers à avoir accès aux produits, ouais. Yes. Donc du coup, cette aventure-là, ça a duré combien de temps? Bah, Illy, ça a été quand même assez court, hein, ça a duré 2 ans. Pendant ces 2 années-là, on a développé le produit, on a développé, la production en Chine, on a designé, on a développé le software calé sur le device, on a développé les apps. Énormément de boulot, on était une équipe d'une quinzaine, et puis en fait, en tout, on avait levé 3 millions. Et en fait 3 millions, tu mets pas un produit hardware sur le marché avec 3 millions. Ouais, Ça, Fred, je il en parle, je il parle de minimum pour le prototype, parle de 5 millions avec, ça, tout le ça, c'est avant même que tu ne lances le projet. Si tu as pas 5 millions cash exactement. sur la table, c'est mort, quoi. Bah, exactement, bah, Le je l'ai hardware, appris, c'est hard, comme, comme dirait, Jean ouais, c'est Rochebauchard. ça. Voilà, le hardware, c'est hard. Bah, il y avait Jean d'ailleurs qui était un believer, hein, de Illy, il était investisseur, il avait réinvesti et cetera. Il a beaucoup essayé de nous aider à la fin, mais on n'arrivait pas à lever, en fait, on avait 3 millions et puis on était arrivé avec 3 millions à un endroit un peu bâtard parce qu'on n'avait pas le produit sur le marché. On avait des familles qui utilisaient le produit Mmh. et qui étaient très contents du produit, mais on n'avait pas de vente. On n'avait pas de chiffres qui nous permettaient d'aller voir des investisseurs et leur dire: «Voilà, ça va marcher».
et à ce moment-là, on avait besoin de lever pour financer la production, du premier er batch de 10 000 unités et puis le marketing et cetera donc du coup, on n'a pas réussi à lever et puis c'était un moment où en 2016, les VC s'étaient tous pris des claques, sur le hardware en fait. Ils y avaient tous cru en 2014 et puis 2 ans plus tard, ils se sont tous mangés des murs et donc c'était le pire moment pour lever et puis on me challengeait sur, est-ce que, ouais, mais dans les familles, il y a des iPads, les enfants ont des téléphones de plus en plus tôt, tu vois? À quel point Mmh. ça va être un produit, qui peut s'imposer et bon, bah, moi, j'avais pas les réponses sans pouvoir commencer à le vendre, en fait. Donc c'était une vraie croyance de ma part, mais pas plus et bon, il se trouve qu'aujourd'hui, maintenant, je pense que le temps nous a donné raison puisque Portal de Facebook, puisque Echo Show de Amazon, puisque Google aussi a fait un produit Ouais. sur le même Ouais, je crois principe. le PAM ou un truc, je sais plus trop comment ça s'appelle, le truc de Google là. Ouais, je me rappelle plus du nom de Google, mais en tout cas, ils ont tous, tous les gros ont développé un produit un peu similaire. Bon, on a eu pas mal d'histoires avant de revendre les assets de la boîte à une autre startup. Mais bon, on a eu des discussions d'acquisition avec Amazon, avec d'autres. Et puis finalement, ils ont fini par faire la même chose, sans dire qu'ils nous ont copiés, mais c'est pour dire que voilà, on avait raison peut-être un peu tôt. Et ça, c'est un autre sujet pour les startups. Yes. T C'est un sujet à part entière. vous avez perdu de l'argent là ou au moins vous avez pu rembourser les investisseurs? Non, non, clairement, là, on n'a pas remboursé les investisseurs. On était vraiment dans une situation où moi, je voulais sauver surtout l'équipe, plus que les investisseurs qui étaient très durs à sauver à ce stade quand tu as pas, bah, il y a rien en face, tu vois? On avait à peine de brevets, on n'était pas en capacité de lancer, commercialement le produit, donc c'était vraiment compliqué. Par contre, moi, j'avais fait venir quand même pas mal de monde de France pour bosser pour nous et j'avais pas envie qu'ils soient obligés de retourner en France. J'avais envie qu'ils aient le choix et donc j'ai retrouvé un acquéreur qui a racheté les assets et qui a récupéré l'équipe. En tout Yes. cas, une majorité de l'équipe. Ah, cool. Du coup, je pense que là, c'était, comment est-ce que tu vis ça après, une entreprise où tu as plutôt bien vendu, tu as plutôt été successful? C'était pas non plus un échec cuisant, mais en même temps, c'est pas non plus, oufissime. Est-ce que ton ego en prend un coup? Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu te relances après sur autre chose? Bah, moi, j'ai pas vu ça comme un échec. Mon ego, non, parce que j'ai pas d'ego, mal placé. C'était difficile à encaisser parce que c'est moi qui portais tout sur mes épaules et donc je me suis pris des «non» de VC pendant 6 mois et puis à la fin de faire une exit, entre guillemets «forcée» pour, sauver l'équipe et puis après tu te retrouves, sans rien, tu vois? Tu as plus de produits, tu as plus d'équipe, tu as plus de compagnie, tu as plus rien. Ouais, c'était quelques semaines difficiles. J'ai passé quelques semaines difficiles à me poser des questions. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je me relance? Est-ce que je prends un job? Tu vois? Enfin, voilà, obligé de se remettre un peu en question. Mais j'ai pas vu ça comme un échec parce que, bon, moi, je suis croyant, je suis juif et dans ma vie, Pratiquant? c'est très important. Ouais, pratiquant, ouais, ouais. Pratiquant et en fait, c'est ce qui m'a sauvé. Pas que sans ça, je me serais jeté par la fenêtre, hein, mais mais c'est ce qui a sauvé mon mental parce que, parce qu'il y a il y a il y a il y a cette philosophie, dans le judaïsme où on te dit que, tout s'explique, tu vois, tôt ou tard. Tout arrive pour une raison et j'y croyais beaucoup, tu vois? Quand Illy s'est terminé, je voyais qu'il y avait plein de gens autour de moi qui étaient beaucoup plus déçus que moi, de cette fin. Tu vois, ils avaient de la peine pour moi, ils voyaient combien je m'étais battu et cetera et tu vois, ma femme ou autre et en fait, moi, non. Bien sûr que ça m'embêtait pour nos investisseurs, pour ceux qui avaient cru en nous et cetera, mais au final, les investisseurs, c'est leur job, tu vois? Ils font des bêtes. Moi-même, je suis investisseur, donc je sais ce que c'est. Quand je perds de l'argent dans un deal, j'en veux à personne. C'est le jeu, tu vois? Quand tu investis tôt dans une boîte, donc c'était pas ça qui m'avait, traumatisé, mais je sais pas, je savais que tous ces enfin, cet échec, c'était produit pour une raison
et que j'allais le comprendre un jour et ça a mis, 6-7 mois à comprendre pourquoi, mais c'est à ce moment-là où j'ai rencontré un père et son fils de Limoges, Hugo et Jean-Marie, qui avaient développé, Willow, donc qui s'appelait Prodontis à l'époque, qui avaient développé un robot qui automatisait le brossage de dents et qui me contacte et en fait, qui avait besoin de toutes mes compétences, pour ramener, Willow sur le marché. En gros, la Chine, monter des équipes, lever de l'argent, le marketing, la marque et cetera et en fait, j'ai compris très vite que, on était hyper complémentaires et que tout ce que j'avais appris avec Illy, j'allais pouvoir le mettre à contribution sur un projet peut-être 100 fois plus ambitieux qu'Illy, Mais pourquoi tu est-ce vois? qu'ils te contactent toi, je veux dire, ils auraient plutôt tendance à fuir, à te fuir quoi. Que lui Non, si parce que bah, non, mais ils ont été intelligents, en fait, parce qu'ils ont réalisé très tôt qu'ils avaient pas, le skill set nécessaire pour faire ça seul. mmh mh, Go, il avait fait un programme d'accélération à San Francisco qui s'appelle The Refiners avec Carlos Diaz mmh et hem et à la fin de ce programme, ils se sont rendus compte qu'il avait besoin d'un co-founder américain, en tout cas ici, qui connaissait le hardware, qui était passé par des étapes, difficiles, qui avait fait des choses qu'eux n'avaient jamais fait et donc pour gagner du temps tout simplement et donc Hugo, quand il m'a contacté par une connaissance commune, m'a dit: «Voilà, moi je j'ai besoin de tes compétences pour qu'on prenne des raccourcis» Est-ce qu'il et te en fait, moi propose j'ai directement d'être cofondateur ou alors il vient pour avoir des dans le inputs? premier call, il me dit qu'il a besoin d'un cofondateur, basé aux US. Il me propose pas automatiquement, mais on se renifle un peu et puis moi je le fais venir à New York, j'essaye le produit et je vois qu'il a de l'or entre les mains et qu'il le paye il le pitchait en fait un peu comme un produit médical, alors que moi j'ai vu tout de suite que ça pouvait être un succès, grand public. Réinventer la brosse à dents quoi, tout simplement et hem et puis effectivement au bout de 2 jours ensemble, il me propose de rejoindre l'aventure en tant que lead co-founder. Donc co-founder, je suis techniquement j'avais le titre de cofondateur, mais ils avaient démarré 3 ans avant moi, tu vois? Donc ils avaient déjà un prototype entre les mains et cetera. Mais ils étaient que 4 ou 5 à Limoges. Hem, Ça te fait pas peur? Tu vois, un père avec son fils non. et puis en termes de gouvernance politique et tout? Non, je t'avoue que ça m'a pas fait peur parce que, déjà j'ai eu un coup de cœur, pour Hugo, qui était le CEO. Le père était encore dentiste, donc c'était l'inventeur du produit, mais il était pas opérationnel dans la boîte au quotidien. Donc c'est Ah, aussi un il exerçait inventeur un peu toujours, en génie. tant que Ouais, il était toujours dentiste et je voyais ça comme un avantage pour le coup, pour tester et cetera. Non et ça m'a pas fait peur parce que moi je suis quelqu'un qui fonctionne à 100 à l'intuition et j'avais une très bonne intuition, je le sentais très bien et je sentais surtout qu'ils avaient besoin de moi et que j'allais leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas et c'est ce qui s'est prouvé, vrai et c'est ce qui a fait que ça a très bien marché entre nous tous et maintenant, je les ai dans mon cœur, jusqu'à la fin de ma vie parce qu'on a vécu une aventure exceptionnelle. Mais tu vois, voilà, pour boucler la boucle avec Illy et ben, quand j'ai rejoint Willow, j'ai compris immédiatement pourquoi Illy avait échoué. C'était pour ça. En fait, c'était pour laisser la place à quelque chose de plus grand, et ça m'a permis de tout apprendre. Alors c'est dommage, il y a eu des dommages collatéraux parce qu'effectivement mmh on a perdu l'argent, des investisseurs et cetera, mais on a tous appris. On a tous appris, les investisseurs comme les employés, comme moi et le but c'est, voilà, de transformer cet apprentissage en quelque chose de plus grand après. yes. Tu es toujours opérationnel dans Hilo? Non, j'ai quitté Willow donc l'été dernier, après quelques mois de transition. Je suis toujours assez impliqué quand même, donc je passe pas mal de temps avec Hugo. Hem, mais j'ai quitté opérationnellement l'été dernier après, 4 ans et demi, après avoir mis le produit sur le marché, après avoir aidé à monter une équipe de 40 personnes, après avoir levé, plus de 20 millions de dollars avec des grands fonds. Hem Après avoir aidé à voilà, la manufacturing en Chine, le design, créer la marque de Willow, donc j'ai vraiment délivré tout ce qu'ils attendaient de moi et je suis pas parti pour ça, je suis parti juste parce que le hardware, ça m'a épuisé, mentalement. C'était vraiment très long, tu vois? Beaucoup d'attentes, beaucoup de patience. Moi, je m'occupais pas du produit, je m'occupais de tout le reste.
et on a mis 4 ans, en fait, après mon arrivée à mettre le produit sur le marché. Ce qui fait que pendant 4 ans, j'étais, tu vois, pas mal dans l'attente. Donc on a fait plein de choses, mais du coup, le jour où le produit était sur le marché, en fait, j'avais plus l'énergie des 5 prochaines années, Ouais. tout simplement. Et donc quand j'ai vu que j'étais plus la bonne personne pour accompagner la boîte, pour les années qui allaient suivre, j'en ai parlé avec Hugo et puis on a mis en place un plan de transition. J'ai mis quelqu'un à ma place, on a levé un peu plus d'argent et puis, j'ai mis 3 4 mois à partir. Yes. Du du coup, tu as toujours des parts? Tu as un rôle, je sais pas, Ouais. dans l'admin ou, Ouais, écoute, j'ai dans le un rôle conseil? plus de coach, d'Hugo, enfin entre guillemets «coach», il a pas besoin d'un coach, mais on a un call toutes les 3 semaines ensemble, où je l'aide, où on partage, les choses, qui sont sur sa tête. Et puis on se texte, très régulièrement, donc voilà, quand il y a des phases ouais, il y a des questionnements marketing, distribution, recrutement, levée de fonds et cetera, je suis là. Je suis là, pour l'aider. C'est tout, voilà, j'ai pas de encore une fois, j'ai plus de rôle opérationnel. Yes. On va parler de Origins tout à l'heure et aussi de je sais que je sais même plus si tu es toujours opérationnel à l'intérieur, le fonds, le mini fonds que tu as, co-créé avec Carlo Diaz, Diaspora Ventures. Diaspora, ouais. Non, pareil, j'ai quitté en même temps que Willow. OK. Bon, on va revenir sur ça, mais je te propose qu'on aille directement sur Dots. Bah, le nom a changé, tu vas le rappeler, parce que ça reste quand même, ce qui fait ton actualité, aujourd'hui. Hem, Tu es le CEO de Dots, et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Tu peux nous rappeler le nouveau nom de Dots et ensuite nous dire ce que c'est, nous pitcher un petit peu ce que c'est? Alors, juste pour les auditeurs, au moment où on enregistre, le nom n'a pas changé, Ouais, et c'est pour ça qu'on ouais, parle des 2 noms. effectivement. Mais, normalement, au moment où vous écouterez cet épisode, on aura changé de nom et on sera devenu Async, avec, un nom de domaine qui est très simple, qui est async.com, donc async, A-S-Y-N-C, de asynchrone. Nous, Mmh. on crée un outil, effectivement de communication pour, le travail asynchrone. On va permettre à tout le monde, en fait, d'avoir des conversations, des calls asynchrones. Ça veut dire que sans être tous les 2 en live sur Zoom ou au téléphone, et en utilisant, derrière ça, en fait, le format, des voice messages. Quelque chose qu'on utilise, quasiment tous au quotidien, sur WhatsApp ou autre. Nous, on a pris ce format et on l'a amené au monde du travail, pour te permettre, en fait, de remplacer certains meetings par de l'asynchrone, par ça. Donc en gros, je sais pas, tu es en train de discuter avec un investisseur pour une levée de fonds. Il y a souvent plein de calls, plein de catch-up, plein de questions et cetera, et à chaque fois, il faut trouver 30 minutes. À chaque fois, on perd un peu de temps et cetera. Là, nous, notre objectif, c'est de permettre aux gens d'être plus productifs ouais, on va produire du coup une voice note, on va l'envoyer et puis les gens en face vont être capables déjà de lire ces voice notes, donc on a un transcript, de rechercher à l'intérieur de ces transcripts, mais aussi de réagir à n'importe quel moment de la note. Parce qu'en gros, dans une voice note, aujourd'hui, tu peux avoir, plusieurs sujets traités. Et en fait, comme j'ai commencé à utiliser les voice notes beaucoup pendant le covid parce que je trouvais que le Écrire, nombre le pardon? ah, je t'ai coupé, non, je disais écrire forcément ça c'est beaucoup, moins productif que, faire rapidement Ouais, une voice note et puis c'est ça, exactement, et puis l'écriture, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel comme moyen de communication pour notre cerveau. De l'autre côté, tu as des vidéos, tu vois? Quand tu regardes les moyens de communication, c'est audio, vidéo ou texte. Et les vidéos, c'est plus de commitment, tu vois? Tu dois avoir une bonne gueule devant la caméra, tu dois être peut-être dans un cadre qui te permet d'enregistrer une vidéo. Les voice notes, en fait, c'est magnifique parce que c'est très lightweight, c'est rapide, c'est productif. En 1 minute, je peux t'expliquer plein de choses. Je peux t'exposer un problème très complexe et aussi tu vas avoir, l'émotion de la voix, ce que tu retrouves pas à l'écrit. Tu sais combien de fois par email ou par Slack, on a l'impression que la personne en face est un peu énervée ou un peu, tu vois, irritée de quelque chose, et des fois on se trompe parce que c'est pas naturel pour nous. Et en fait, la beauté de ce format-là des voice messages, c'est que
c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent dans le monde du travail, mais sur des plateformes qui sont pas faites pour ça. Donc typiquement WhatsApp. Moi, j'ai commencé à utiliser WhatsApp, voice message, pour le travail avec Willow en plein milieu du Covid parce que j'étais débordé de meetings et donc j'ai commencé à remplacer certains meetings, certains catch-up, certains one-on-one avec des voice notes sur WhatsApp et en fait, ça m'a changé la vie, ça m'a libéré beaucoup de temps et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, il faut juste améliorer les voice messages, pour que dans le monde du travail, on puisse les utiliser». Et donc c'est comme ça qu'on a résolu un peu plein de problèmes, des voice messages et on les a ramenés dans le monde du travail avec Async et derrière ça, nous, notre ambition, c'est de créer un nouvel outil de communication dans le monde du travail. Pas pour les équipes, plutôt externe, communication externe. Donc, le meilleur parallèle, c'est l'email. Moi, j'aime bien dire que ce qu'on fait, c'est un peu un email, mais basé sur la voix et plus productif parce que tu peux régler un problème entièrement sur notre plateforme, alors que par email, souvent, ça va se finir par un Zoom. Tu vois, quand il y a quelque chose d'un peu trop compliqué, bon, bah, OK, viens, on se fait un Zoom ou on se fait un meeting pour terminer ce sujet. Bah, nous, on va pouvoir le faire, entièrement sur notre plateforme. Waouh, c'est je sais pas, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. J'ai l'impression enfin, c'est la sensation que j'ai que ça peut être une usine à gaz aussi quoi d'avoir, parce que tu as parlé justement de WhatsApp, de communiquer par voice note sur WhatsApp, même si je compare pas forcément ça à WhatsApp. Mais ça peut très, très vite devenir un gros, gros, gros fautoir, lorsque, quelqu'un, ou bien plusieurs Ouais, personnes t'envoient, des notes vocales de, je sais pas, de 10 15 minutes. Là, tu te retrouves en fait en train d'écouter, pendant, 1 heure, 1 h 30 des voices, des en plus c'est pas assez bien distribué, il faut les classer ensuite, il faut, je sais ouais. pas. Bah, justement, nous, déjà, on limite à 5 minutes et la deuxième chose, c'est que, nous, on organise tes voice notes on les catégorise par, est-ce que c'est une voice note qui est, FYI, ça veut dire c'est juste pour information. Donc typiquement, je sais pas, un CEO qui envoie une voice note hebdomadaire à son équipe, pour parler ouais, des choses qui lui passent par la tête ou une voice note que j'envoie, par exemple à tous mes investisseurs pour leur donner une investor update ou alors une voice note pour régler un problème ou pour répondre à des questions. Donc là, j'ai besoin de feedback en face. Donc nous, on va les structurer. Aujourd'hui, en fait, quand tu compares par rapport à utiliser WhatsApp, aujourd'hui, WhatsApp, c'est un feed sans fin, Ouais. des notifications sans fin, des tonnes de groupes, et d'avoir du travail à l'intérieur de WhatsApp, ça peut se faire, bien sûr, parce que, bon, tout le monde a WhatsApp, donc c'est facile, mais ça reste quand même un énorme, tu vois, une énorme charge mentale, WhatsApp aujourd'hui. Je sais pas pour toi, mais Ouais, ouais, non, moi, je moi, je stresse, quoi, moi, tu vois? je dis aux gens, moi, je lis pas, en tout cas, je regarde même pas mon WhatsApp, pro, donc Bon, bah, voilà, j'oriente les bah, gens voilà. plus vers Slack. Mais j'ai la sensation, tu vas me corriger, que c'est quelque chose qui va plus vers le sens de Slack, sauf qu'à la place du texte, ça sera des vocaux parce que, tu auras tendance Oui, à mais Slack. catégoriser, les notes vocales par rapport au sujet qui est traité. Mais maintenant, je sais pas si c'est possible de retrouver les conversations. Vu qu'il y a pas du texte pour, taper Si, de la justement. recherche, quoi. Si, justement, c'est ce que j'allais te rajouter sur ton point d'avant. En fait, effectivement, d'écouter des voice notes toute la journée de 5 minutes et que c'était très, très chiant. En fait, nous, on a réalisé que les gens adoraient produire des voice notes, n'aimaient pas forcément en recevoir. Et donc nous, là-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, tu as un C'est trop texte, vrai. tu as un transcript. Ah ouais, c'est ça. Et bah, c'est le premier truc qu'on a voulu, régler et en fait, nous, tu peux les lire nos voice notes. Donc en fait, pendant que tu l'écoutes, tu as des sous-titres vraiment à la Netflix, ou tu as le full transcript. Donc tu cliques sur un petit bouton et tu as tout le texte de la voice note. Donc si tu veux, tu peux la parcourir, tu peux comprendre de quoi il s'agit, tu peux même commenter dessus, Ah ouais. sans même l'avoir écouté. Comment vous faites ça? C'est, vous Heu, utilisez, c'est de la ce qu'on appelle du natural language, processing. Donc en fait, on upload un fichier audio sur une API qui transforme l'audio en transcript. c'est quoi? C'est le truc Donc de Hugging Face là? Je sais qu'il avait un module qui permettait de faire la transcription de notes vocales. non, on utilise une autre technologie que Hugging Face. Je sais pas à quel point c'est ça qu'ils font. C'est possible, hein, J'ai testé leur truc là, ça fonctionne en anglais, hein, ça fonctionne juste en anglais, mais ça fonctionne, c'était vraiment, impressionnant, Mais maintenant ouais. chez vous, je sais pas quelle langue est-ce que ça considère,
Bah, nous, on supporte, au lancement, on supporte déjà une quinzaine de langues, donc c'est déjà pas mal. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, parce que là, si tu peux avoir, la transcription textuelle de ce qui a été dit en C'est ça, vocal, lorsque tu veux revenir sur un élément précis, il suffit que tu donnes, le mot-clé, dans la recherche et puis tu auras exactement exactement, ce que tu auras besoin. exactement. En fait, je pense que pour que ça soit un outil vraiment de productivité, il faut que tu puisses, mélanger l'audio et le texte. Donc pareil, quand tu réponds, quand tu réagis, admettons, tu reçois un message sur Racing qui dure 3 minutes où tu as plusieurs sujets, tu peux réagir à n'importe quel moment de la note. Mais tu peux réagir en audio, donc tu peux laisser des voice notes Mmh. à l'intérieur, tu peux laisser des commentaires texte ou tu peux laisser des emojis. Donc on est là pour, en anglais on dit blend, vraiment tous les outils de communication qu'on utilise aujourd'hui qui sont rapides. Hem, donc c'est ça c'est ça l'objectif. Ah, c'est super intéressant. J'ai hâte de tester ça. Du coup, j'ai des trucs qui me passent hier dans la tête. Je me vois un utilisateur. Est-ce que ça va tenir compte, par exemple, est-ce que ça va optimiser, par exemple, les notes vocales? Par exemple, je fais une note et puis je fais plein de je réfléchis parce que parfois, dans ce que je veux dire, je pense, j'ai pas encore. Est-ce que ça, je vais trop loin? Heu, non, ça serait pas mal. Oui, comme les outils un peu de podcasting qui peuvent, éditer un peu l'audio. Ouais. Pour que mon Non, pour interlocuteur, l'instant il ait directement la quintessence de ce que je veux dire, quoi. ouais, non, on a plein de choses en tête là-dessus. Heu, pour l'instant, non, c'est un fichier audio qui va être brut, vraiment comme WhatsApp, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, laisser une voice note. Hem, mais effectivement, sur la voix, il y a plein, plein de choses à faire. On a plein d'idées, on a des idées, d'ailleurs très créatives et ça peut en faire partie, dans un second temps. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça va être du simple. On va Parfait. entendre tes et cetera et c'est pas grave, c'est naturel. C'est ce qui fait aussi le charme, je trouve, des voice notes. C'est vrai, c'est vivant. C'est vivant, ouais. Yes. Donc, l'idée, ça sera il y aura un mode freemium ou, comment est-ce que ça va se distribuer tout ça? Ouais, bah, écoute, il y aura effectivement une partie du produit qui sera complètement gratuite et puis il y aura des fonctionnalités payantes. Nous, on va charger les particuliers, Mmh. dans un premier temps. Donc, si toi, tu es un gros utilisateur de Async, que tu trouves ça utile, il va avoir des fonctionnalités, payantes là-dessus. Hem Et donc on va facturer, les particuliers et puis dans un second temps, on aura un plan business, parce qu'on a aussi pas mal d'idées de use case business, et donc on facturera les entreprises aussi. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas le produit, une grande majorité du produit sera accessible, gratuitement. Yes. Ouais, c'est super intéressant tout ça. L'idée, comment est-ce que, on incite dans les gens à switcher puisque là, c'est aussi une nouvelle forme de c'est une nouvelle habitude qu'il va falloir créer. Comment est-ce qu'on incite, même les collaborateurs, un peu comme moi je regarde un peu la période où j'ai switché avec, mes différents collaborateurs et partenaires sur Slack. C'était pas évident quoi, parce qu'ils Ouais. fonctionnaient tous à l'ancienne sur WhatsApp et puis moi j'en avais marre d'être, tout le temps, heu, en train de switcher dans plusieurs groupes WhatsApp différents en fonction des sujets et tout. Et je leur ai dit: «Vous savez quoi? On va se déplacer tous dans Slack» et c'était hyper difficile. Ils avaient du mal et même si aujourd'hui ils sont hyper à l'aise avec Slack, mais il y a quand même cette phase de transition qui est hyper complexe. Donc, je sais pas si c'est quelque chose, auquel vous avez déjà pensé? Oui, alors, nous, on vise pas les équipes. En fait, la grosse complexité d'un outil, de ce qu'on appelle de team collaboration ou de team communication, c'est que tu commences à en tirer un bénéfice quand tout le monde l'utilise et tout le monde l'a installé et tout le monde a sign up pour le produit. Et c'est ça qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui de lancer un nouveau produit, pour les équipes. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a très, très peu de boîtes qui y arrivent, et c'est pas le problème qu'on a voulu résoudre en fait, avec Mmh. Async. Nous, on veut te permettre surtout de résoudre, un sujet très simple, c'est tu as trop de meetings, tu as beaucoup de calls, il y en a qui pourraient être remplacés par de la communication asynchrone. C'est-à-dire, tout le problème aujourd'hui, c'est que on n'est pas scalable, on ne peut pas faire 200 meetings par jour, tu vois? Tu as des limites et puis aussi, tu as du travail à produire à côté de tes meetings. Enfin, qui que tu sois un CEO, un investisseur, un headhunter, un consultant, une agence, enfin, il y a des tonnes de gens qui ont beaucoup de meetings avec l'extérieur. C'est eux qui nous intéressent
et eux, on peut les aider un par un. Mmh. On n'a pas besoin en fait qu'ils convainquent qui que ce soit d'utiliser le même produit qu'eux. Donc en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est admettons que toi, tu commences à utiliser Async. En fait, il y a certains de tes meetings que tu penses pouvoir remplacer par Async et donc au lieu d'envoyer ton Calendly, pour, booker un meeting avec toi, et ben, tu vas te dire: «Tiens, ça en fait, peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire en synchrone, peut-être qu'on n'a pas besoin d'être en real time. J'ai juste quelques questions pour cette personne ou lui ou elle ont des questions pour moi». J'envoie ton lien async, donc async.com/Guy, tu vois, par exemple, c'est ça ton lien async. Ils arrivent sur ta profile page, ils vont pouvoir t'enregistrer un message, vocal. OK? Pas besoin de Et sign up. alors eux, ils vont enregistrer un message vocal et ensuite on va demander de sign up parce qu'on a besoin d'être sûr que c'est pas un scam, un spam ou des bots Ah ouais, qui vont c'est vrai, t'envoyer c'est des vrai. messages de tous les côtés. Donc on a juste besoin de vérifier l'identité et ensuite, toi, tu vas avoir ton inbox, async, donc comme une inbox, email avec tes messages que toi, tu as envoyés vers l'extérieur ou aussi ceux que tu as reçus et nous, on va t'aider à les gérer. Donc voilà, le produit est assez simple et vise d'abord les gens occupés, les gens qui ont plein de calls, les gens qui, voilà, qui aimeraient avoir moins de meetings, en fait, dans leur vie. Ouais. Nous, on se bat pas contre les meetings en soi, on dit juste qu'il y a certains meetings qui pourraient être remplacés par du travail asynchrone pour alléger un peu ta charge. Ouais, ouais, ce truc, ça sent bon, parce qu'il a il y a plein de trucs aussi, ça fait écho à plein de trucs en moi, il y a des tu l'as mentionné, le fait d'écrire et le fait de parler, c'est pas le même message. En tout cas, la tonalité, le ressenti. Donc ça va permettre peut-être, d'aller plus droit au but dans ce qu'on veut dire et aussi de ressentir vraiment qu'est-ce que la personne a voulu, dans le message de la personne, quel est son état d'esprit, en fait? Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant avec, avec Exactement. ce canal de communication, À hein. droite au Ouais, ça va droit au but. Yes, mmh. j'ai hâte de suivre tout ça. Tu vas, du coup, quand tu parles de la date, à laquelle, le nom va être publiquement dévoilé, est-ce que ça sera aussi avec la possibilité de directement avoir accès aux produits? Non, pour l'instant, au moment où on se parle, le produit est accessible en privé. Mmh. Donc en fait, tu sais, quand tu lances une boîte, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu lances un nouveau produit et tu espères que les gens comprennent tout de suite, qu'ils commencent à l'utiliser immédiatement, qu'il y a pas de bug, que tout est beau. Mmh. Bon, ça, c'est la version très optimiste et puis tu as la version plus, prudente et en même temps, heu plus intelligente long terme, c'est de démarrer très petit, très fermé, pour comprendre qui sont les utilisateurs parfaits, pour arriver le plus rapidement possible, au product market fit et nous, c'est cette voie qu'on a choisie, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps, avec Jennifer chez nous qui fait beaucoup de customer discovery. Elle fait des calls, en fait, avec plein de gens pour, qui correspondent, en fait, à notre audience, à notre persona et qui comprend et qui essaie de comprendre un peu, voilà, si on a le bon produit pour eux et puis le but, ça va être de les faire rentrer dans le produit petit à petit, ces gens-là et d'observer comment ils utilisent le produit, de voir ce qui va pas, ce qui a amélioré et puis un jour, on l'ouvrira, à tout le monde, au grand public. Entre-temps, tout le monde peut laisser Son mail? son email sur le site, peut choisir son profile, URL, donc tu peux avoir, ton prénom, par exemple, async.com/ ton prénom. Tu peux le booker. Et remplir deux trois questions pour, essayer pour nous, en fait, pour comprendre à quel point le produit va te plaire aujourd'hui et c'est ça qu'on veut. On veut très rapidement trouver, nos bonnes audiences, et voir ce que les gens font avec avant de l'ouvrir, publiquement. Et comment est-ce que vous sélectionnez ces personas? Bah, on regarde les use cases, on regarde, ce qu'ils feraient avec, on regarde comment ils s'imaginent utiliser un produit comme Async, on regarde à quel point ils ont le pain point derrière, à quel point ils sont débordés, ils sont occupés ces gens-là et à quel point ils croient au travail asynchrone, qui est une énorme tendance du moment, hein. Tu vois, Zoom est le king du synchrone, et aujourd'hui, nous, on veut créer le Zoom de l'asynchrone, donc parce qu'on pense qu'il y a autant, voire peut-être encore plus de potentiel pour des outils qui te permettent de travailler on your own time, tu vois? Donc désolé pour tous les anglicismes, mais le but, c'est qu'on explique aux gens que tout n'a pas besoin d'être urgent, tu vois? Aujourd'hui, on vit dans une ère où tout
c'est l'immédiateté, quoi. Tu commandes sur Amazon, tu reçois le produit le lendemain. Tu commandes un repas sur, Seamless aux États-Unis, il arrive tout de suite, ou Deliveroo en Europe. Hem, tu commandes un Uber, il arrive immédiatement. Mais en fait, nous, on est des êtres humains, on n'est pas à la disposition des autres, on n'est pas disponible tout le temps, on n'est pas et puis il y a un moment où en fait ça déborde, ça crée du burn-out, ça crée, tu vois? Juste on peut pas et ça, c'est le problème du synchrone et en fait, nous, on n'est pas Uber, on n'est pas Amazon, on n'est pas Seamless, on sait pas faire ça et c'est pour ça que depuis quelques mois, et depuis le covid en particulier, beaucoup de penseurs, beaucoup de journalistes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs parlent du travail asynchrone comme le la prochaine grande révolution pour permettre aux gens de travailler au moment où ils peuvent le faire, et souvent en plus à des moments où tu travailles avec des gens qui sont dans des autres time zones et cetera, on en a plus besoin que jamais, quoi. Yes. Donc, maintenant j'imagine que tu as prévu, ou peut-être c'est déjà fait, faire une première petite levée pour travailler sur le produit, actuellement? Oui, on a déjà levé de l'argent, assez rapidement. On a levé avec des fonds américains, un fonds français, Aglaé. On a levé avec des business angels, des entrepreneurs, vraiment qu'on respectait, qu'on connaissait avec Jérémy, heu, des gens Tu de peux citer des noms ouais, ou? ouais, écoute, il y a, le cofondateur de Superhuman aux États-Unis, il y a le cofondateur de Casper, les matelas, il y a le cofondateur de Zenly, Antoine Martin, il y a, Attends, attends. CEO de Deel, Deel, Alex Boisis qui est français. Qui est en Heu, Californie? Ouais. ouais, lui, il bouge un peu partout, mais très, très belle boîte qui a levé beaucoup d'argent. CEO de TripActions, pareil, une grosse unicorn américaine. Enfin, je vais oublier pas mal de monde parce qu'on a beaucoup d'angels et puis après on a des très beaux fonds, américains qui ont rejoint l'aventure très, très tôt. Yes. Et tu communiques sur combien est-ce que vous avez levé à peu près pour launcher tout ça? Non, mais on a levé plusieurs millions, ouais. OK. Et vous êtes combien actuellement pour bosser sur le produit? Écoute, aujourd'hui, on est une équipe assez réduite. On est 9. On a 2 bureaux, un à Paris, un à New York. Donc on a une équipe distribuée. On n'est Mmh. pas une équipe remote, donc tout le monde va au bureau ou tu vois, avec, de la flexibilité. Mais, dans ces 2 villes-là, donc là, moi, je suis dans les bureaux de New York et puis on a une équipe, à Paris où il y a Jérémy, lui, qui habite à Bruxelles, mais qui va très souvent à Paris. Voilà. Aujourd'hui, une équipe vraiment très focalisée, engineering et product pour le moment. On fait très, très attention à chaque recrutement, que ce soit vraiment des personnes, à impact, qui veulent de l'impact, qui ont déjà de l'expérience, qui vont nous aider à aller plus vite parce que c'est ça notre enjeu. Nous, on veut aller vite, on veut prendre des raccourcis quand on peut et pour l'instant, voilà, toutes les personnes qu'on a recrutées dans l'équipe, ils cochent cette case-là. Yes. Hem, Moi, je me demande, au moment où tu lances ce truc, l'idée, est-ce que c'est toi ou alors, c'est plutôt du côté de Pierre? Jérémy, tu veux dire? Ah pardon, de désolé. Ah, tu une chance sur 2, hein. Ouais. Non, l'idée elle venait de moi parce qu'effectivement j'ai commencé à utiliser les voice notes, sur WhatsApp pour le travail, au milieu du covid. J'ai réalisé à quel point c'était un outil, ultra puissant, pour moi et qui me faisait gagner beaucoup de temps, qui me rendait beaucoup plus productif et donc je me suis dit: «Bah, en fait, il faut en faire un outil de productivité tout simplement» et puis voilà, j'ai convaincu Dan et puis ensuite j'ai convaincu Jérémy et puis on a commencé comme ça. Yes. L'équipe produit, elle est complètement en France ou alors elle est distribuée entre les 2 localités, les Elle est ingénieurs? distribuée. Non, non, elle est distribuée. Dan est là, à New York, Jérémy est plutôt à Paris. On a nos devs iOS, qui sont basés à Paris. On a une designer qui bosse avec Jérémy, Christine qui est basée à New York. Donc on est complètement distribués. En fait, on met en place un fonctionnement qui fait qu'on peut embaucher dans n'importe laquelle des 2 villes, n'importe quel rôle. C'est pas difficile justement d'embaucher, surtout des profils ingénieurs, du côté des US? C'est difficile, de recruter des ingénieurs ici. Ouais, écoute, oui, c'est difficile Parce que pour la tout le monde plupart, bah, ils aujourd'hui. vont essayer plutôt de garder, la team produit, en En France, France, même si, en France, ça devient aussi de plus en plus difficile, mais c'est pas, les mêmes défis qu'on peut rencontrer, aux States.
Non, tu as raison. Nous, oui, on passe peut-être un peu plus de temps à chercher des ingénieurs en France qu'à New York. Mais, bon, le truc, c'est qu'on a quand même un peu des réseaux aussi, tu vois, sur lesquels on peut se reposer, qu'on peut relancer, des anciens employés, des gens qu'on connaît depuis plusieurs années aux US. Christine, elle avait bossé, avec moi chez Willow, par exemple, notre designer. Yannick, qui est notre dev, front-end ici à New York, on se connaît depuis 12 ans. Tu vois? Donc bon, ça aide aussi, hein. On part pas de zéro pour recruter. Tu passes par Shaper aussi? Non, j'utilise pas Shaper, non. Ah, nice. Non, faudrait que je regarde. C'est quoi exactement ton rôle aujourd'hui, dans cette boîte? Est-ce que tu as toujours forcément, tu es toujours sur le produit, mais est-ce que les rôles sont déjà de un clairement définis? Si oui, qu'est-ce que toi sur quoi est-ce que toi tu es déployé concrètement? Moi, je suis un chef d'orchestre. Donc, moi, je suis là pour faire en sorte que tout avance, que tout le monde qu'on ait les ressources nécessaires à tous les rôles, qu'il y ait pas de roadblock, qu'on ait de l'argent sur le compte pour payer tout le monde, qu'on ait, une vision long terme, qu'on crée une marque qui soit inspirante, que les gens, qui nous rejoignent savent pourquoi ils nous rejoignent. Et je suis un enabler, ça veut dire que je suis là heu, pour que chaque personne de notre équipe se sente, capable de faire n'importe quoi, de recruter ceux dont ils ont besoin, et cetera. Donc un CEO, c'est ça. Et au début, un CEO, c'est aussi un directeur marketing, c'est aussi un directeur des finances, c'est aussi un chef de projet sur certains projets, c'est quelqu'un de souvent créatif qui va avoir des idées, pour, faire gagner du temps. Moi, c'est ça mon rôle, mais le but, c'est que le CEO, très vite, ne soit plus dans l'opérationnel et dans l'exécution, qu'il soit plus dans l'organisation générale et dans la facilité de mettre en place, voilà, des process, des recrutements, des levées de fonds, des stratégies marketing, d'onboarder les bonnes personnes au bon moment. Moi, c'est comme ça que je vois mon rôle. Et autant, dans ma première boîte productive, j'avais du mal à déléguer et j'avais envie de faire un maximum de choses moi-même. Au fur et à mesure, j'ai évolué là-dessus et puis aujourd'hui, ouais, plus que jamais, je me vois comme un chef d'orchestre et comme, vraiment l'assistant de chaque personne dans l'équipe. Je suis à leur disposition, en fait. C'est pas eux qui sont à ma disposition. Je suis là pour aider tout le monde, je suis là pour que tout le monde soit heureux d'être là. Et l'équipe aujourd'hui, à ce stade-là, quand on est petit, c'est ce qui compte le plus, c'est d'assembler les bonnes personnes au bon moment, parce qu'après ça te permet de faire tout le reste. Yes. Et Jérémy, ça va être quoi plus son rôle, lui, le produit, le design? Je sais que c'est ce qu'il a le plus fait dans les autres boîtes. C'est ça. Bah, ouais, Jérémy, il s'occupe du product et du design, clairement. Donc lui, il a la vision de où le produit doit aller, de designer le plus beau produit possible, le plus facile à utiliser, le plus rapide à utiliser. On a fixé ensemble des objectifs pour le produit et puis ensuite lui, il est là pour, le transformer en quelque chose d'exceptionnel qui n'existe pas ailleurs. Et puis voilà, il a maintenant Christine qui bosse avec lui. Il bosse beaucoup en duo avec Dan, notre CTO. Et voilà, donc lui, son job, c'est product design. Et puis Dan, le troisième fondateur, bah, lui, il est CTO, donc il s'occupe vraiment de toute l'équipe, d'ingénieurs. Tu tu Donc les sais rôles sont tu très sais simples. jusqu'où tu veux amener tout ça? Est-ce que tu as une vision comme ça sur 5 ans? Ouais, en fait, moi, tu vois, je le postais il y a pas longtemps sur LinkedIn. En fait, moi, quand je monte une boîte, c'est ma dernière, vraiment. Tu vois, j'ai pas envie de monter une autre boîte après Async, vraiment. Et je te le dis aujourd'hui et peut-être que dans 10 ans, je le regretterai de l'avoir dit, mais je le pense très sincèrement. Et en fait, ça, c'est ce qui s'est passé pour toutes les boîtes précédentes. Quand j'ai monté Productive, c'était ma première et dernière boîte. Elle a fini par une exit parce que c'était le bon choix à prendre à ce moment-là. La deuxième, on n'a pas pu aller plus loin. La troisième, elle continuait à vivre. Donc tu vois, chacune a eu une vie différente, presque indépendant de l'énergie que j'ai émis, tu vois? Mais j'y ai cru vraiment. Et là, Async pour moi, bah, ça regroupe tellement de choses que j'aime,
avec des gens avec qui j'ai envie de bosser et sur un marché qui est très profond et qui est très large, que ouais, là, au moment où on se parle, je pense que c'est une boîte qui peut aussi bien durer 5 ans et rentrer en bourse que, 10 ans et être privée et très bien fonctionner. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller le plus loin possible et l'objectif, c'est pas de vendre cette boîte, rapidement du tout, c'est plus de construire un géant parce que finalement, je l'ai jamais fait encore. Mmh. Je sais que je l'ai en moi, je sais que j'en suis capable d'avoir une boîte qui a, 350 employés ou 1000 employés ou tu vois? Ça me fait pas peur, au contraire, j'ai envie. Hem et donc voilà, en tout cas, là, aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de créer, c'est de mettre les fondations d'une boîte qui peut aller très, très loin. Yes. C'est assez impressionnant de voir, l'énergie que du coup, je me demande même combien de temps est-ce que tu bosses dessus par semaine? Parce qu'à côté, avoir tout ce sur quoi tu es 7 heures, déployé. 7 Ah heures par ouais. semaine. Non, je rigole. Ça, mais comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'organises? Parce que, on va parler tout à l'heure aussi de tes invests. Hem, ça prend quand même du temps. Comment est-ce que tu répartis tout ça, avec, ce qui semble être vraiment une grosse priorité pour toi, cette boîte? Je suis, non, mais déjà, bon, cette boîte, c'est ma boîte, enfin, c'est mon full-time job. C'est comme si j'avais rien d'autre. Hem, c'est ma priorité. En fait, la réponse, elle est simple, c'est que je suis ultra organisé. C'est-à-dire que, mes journées et même mes soirées et mes week-ends, ils sont carrés. Il y a rien qui dépasse. Je Mmh. sais ce que je fais, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Tu vois? Et c'est pour ça que bon, on en parlera, mais j'ai monté un podcast et là, depuis le début de l'année, bah, en fait, je peux plus, vraiment, interviewer beaucoup de monde parce que c'est plus dans mes priorités. Je peux plus, et donc je fais des interviews vraiment très, très, très rarement, mais sur des profils vraiment exceptionnels que j'ai envie de rencontrer et je pense que leur histoire va intéresser du monde et donc je crois que je l'ai fait une fois, tu vois? Depuis le début de l'année, scolaire, depuis septembre. Parce que je peux plus, j'ai plus le temps. Donc aujourd'hui, clairement, je donne tout pour Async et puis après j'investis. Bon, ça, je l'ai toujours fait on the side et en fait, l'investissement, quand tu es bien organisé, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis aussi quand tu as du deal flow, c'est-à-dire quand les gens t'envoient des deals. Et puis là, pour Origins, en l'occurrence, on a, embauché quelqu'un full-time qui s'occupe de tout ce qui prend du temps, en fait, dans un fonds. Les premiers calls, revoir les decks qu'on reçoit, les contacts avec les autres VC pour qu'ils pensent à nous. C'est Lara qui fait ça et qui le fait très bien et moi, du coup, j'interviens que les deuxièmes calls ou que pour les décisions Ça veut et en dire tout fait, ton deal flow, il est switché au niveau d'origine. Tu as plus des trucs que tu rentres en perso, en business non, casual comme je avant? fais que non, non, j'investis que par je peux pas tout faire, en fait. Je peux pas, investir perso, investir avec un autre fonds, investir avec Origin, non. Justement, tu vois, c'est quand je te parle d'organisation, c'est savoir ce que tu peux faire et bien le faire et donc avec Origin, je pense que pour l'instant, je le fais très bien. J'arrive à gérer. C'est un fonds beaucoup plus gros Origins, hein, donc Mmh. que ce que j'ai fait avant, donc du coup, c'est quand même, enfin, il faut le déployer mais voilà, je suis très organisé et du coup, ouais, bah, Origin, ça me prend, le temps que ça me prend, mais je bosse beaucoup. Mes journées sont longues, clairement. Quand il faut bosser, le samedi soir, je bosse le samedi soir. Enfin, tu vois, quand il y a des urgences, dimanche, il y a 2 semaines, il a fallu que j'intervienne sur un deal qui allait pas closer et où on avait des problèmes. J'ai dû passer 2 heures au téléphone. Mais la plupart du temps, j'essaye de pas le faire. J'essaye d'avoir une vie, saine le soir et le week-end. Je fais Shabbat, donc le Shabbat, je suis déconnecté quoi qu'il arrive du vendredi soir au samedi soir, donc j'ai de toute façon du temps avec, ma femme et mes enfants qui est indispensable pour moi et puis le soir aussi, tu vois, je rentre, j'éteins mon téléphone pendant au moins 1 heure, le temps de mettre les enfants au lit et cetera donc tu vois, malgré ça, j'arrive à avoir une vie, personnelle qui est, je pense, normale et qui est bien. Voilà, j'ai pas de recette, c'est juste que j'arrive à le faire parce que je suis organisé et que finalement l'investissement, ça me prend pas, 20 heures par semaine. Yes. Je suis à chaque fois impressionné par, ces entrepreneurs, hem, je pense que j'ai le droit de le dire, non, de confession religion de confession juive Mmh. qui, bossent souvent sur des sujets ultra rationnels,
mais qui garde quand même cette rigueur au niveau de la religion et parfois c'est en fait, j'ai j'ai l'impression qu'ils vivent avec, une sorte de dichotomie entre, la partie perso et les sujets business sur lesquels ils sont déployés, mais avec une rigueur. C'est la même rigueur au niveau business et c'est la même rigueur sur la partie aussi, perso. Ça m'impressionne à chaque fois. J'ai l'impression qu'il a peut-être qu'il doit en avoir dans les autres religions, mais ça, je le vois, généralement chez ceux qui ont cette confession juive-là. Ouais, parce que, bah, effectivement, dans la religion juive, mais je pense comme dans plein d'autres religions, la famille, elle est au centre. La femme, est hyper importante dans l'équilibre. Chacun a un peu un rôle différent à jouer dans la famille. Moi, je prends très au sérieux mon rôle de papa. Je suis très, impliqué dans la vie de mes enfants, dans leurs choix, dans l'inspiration, dans les activités qu'ils font et cetera. J'essaye vraiment d'être hyper impliqué. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais tu vois, je me sens pas, en tout cas, en retard là-dessus. Ouais, c'est peut-être un peu inspiré de moi, j'étudie, pas mal aussi, j'étudie beaucoup et effectivement, dans les textes, que je lis, bon, bah, c'est des choses qui te guident parce qu'au final, la religion, c'est ça. C'est un playbook pour la vie, tu vois? Mmh. Et quand tu choisis ta religion ou alors quand tu es né avec une religion, que tu deviennes pratiquant ou pas, c'est fonction de voilà, est-ce que tu as été convaincu par ce que tu lis? Est-ce que ça t'aide au quotidien à avancer, à gérer tes relations, personnelles, professionnelles, ta famille, t voilà, tout ça et bah, clairement, moi, je l'ai trouvé dedans, tout en restant, très moderne. J'ai un guide, qui ouais, sans quoi je sais pas comment je ferais, en fait, moi, personnellement. Yes. Donc, on va revenir sur, tes les principaux véhicules d'investissement, par lesquels tu es passé, mais je voulais qu'on boucle aussi, rapidement sur le podcast. Tu l'as dit, depuis le début de l'année, tu as fait qu'un seul épisode et là, il y a une nouvelle personne qui a repris le lead, en tout cas qui je sais pas si elle est pas co-host, vous n'animez pas ensemble, elle anime certaines émissions toute seule, c'est ça? Comment elle s'appelle? On peut Ouais, elle Elsa Dessaigne. Bah, Elsa, elle était très présente pendant We Are New York, pendant les années où j'enregistrais beaucoup. Elle me recommandait tout le temps des guests. Elle m'aidait à les obtenir aussi. Elle habite à New York, elle est française et avant, elle écrivait pour, Canal+, tu vois? Mmh. Je sais plus quelle émission sur Canal+, donc elle a le talent je pense qu'il faut pour interviewer des gens et l'empathie. Et puis quand j'ai commencé à bah, voilà, en fait, j'ai pas envie d'arrêter le podcast, j'ai pas envie de le fermer et de l'annoncer, parce que j'ai envie que ça reste un channel ouvert pour moi aussi pour interviewer des gens de temps en temps. Mais juste, je suis beaucoup plus difficile qu'avant, je pense, sur les guests. Je suis ravi de tous les guests que j'ai invités, c'est juste qu'aujourd'hui, je dois choisir. Et puis Elsa, un jour en discutant, en brainstormant, elle m'a dit: «Qu'est-ce que tu en penses si, j'invite des guests, sur ton podcast, sur ta marque?» Et moi, je trouvais que c'était une très bonne idée pour continuer à le faire vivre. Et alors on discute ensemble à chaque fois des invités qu'elle veut faire venir et et voilà, elle a commencé à prendre un rythme et je suis très content donc voilà. We Are New York, ça va continuer. Jusqu'à ce jour, je reçois encore, des messages de gens qui le découvrent que maintenant et qui sont, c'est vrai qu'il est c'est un profil un peu différent de podcast en français parce qu'on interviewe des Français aux États-Unis et c'est des Français forcément un peu différents parce qu'ils sont expatriés, parce qu'ils ont des expériences américaines, parce que des fois des profils incroyables. Et donc c'est vrai qu'il est unique, dans sa ligne éditoriale. Donc j'ai pas envie d'arrêter Mmh. et peut-être qu'un jour, qui sait, je reprendrai plus activement, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas ouais, c'est un peu moins une priorité, ouais. Mais ça t'a pas fait un peu tiquer, le fait que, bah, c'est un peu comme ton bébé, c'est aussi presque une entreprise, on peut dire et ça t'a pas fait un peu tiquer qu'une autre personne que toi, reprenne cela avec, même si c'est quelqu'un qui a plutôt un discours qui peut être, clair, qui passe, mais c'est pas quand même toi, c'est pas ton empreinte, c'est pas ta patte à toi, quoi. Oui, non, mais tu as raison, tu as raison. presque En fait, personnel. faudrait demander aux auditeurs, en fait, ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, elle a des très bons retours et peut-être qu'elle va avoir du coup elle va développer un peu plus d'auditeurs qui la suivent elle que moi. Heu, oui, il y a une patte particulière, c'est vrai, avec chacun et un podcast, c'est finalement très personnel, c'est très lié au host.
Pour l'instant, je t'avoue que je me suis pas plus posé la question que ça. Tu vois? Je me dis: «Ouais, c'est une bonne idée sur le papier». Les guests qu'elle invite, moi, je les aurais peut-être invités moi-même. Mmh. Je pense que les gens en face qui écoutent, bah, peut-être qu'on a perdu des auditeurs, tu vois? Mais ceux qui écoutent, en tout cas, bah, ils sont intéressés par ces histoires et ils sont contents qu'elles existent. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas un sujet pour moi plus important que ça. Encore une fois, il y a pas d'ego, mal placé de mon côté, donc j'ai pas envie de me prendre la tête, sur le podcast. Je trouve que ça marche bien pour l'instant. Ouais, c'est ça me donne des idées, et c'est des trucs auxquels moi aussi j'ai pensé à des moments où j'étais plus saturé, où j'étais plus, déployé sur d'autres sujets. Mais j'avais toujours ce blocage-là, et le fait de voir que quelqu'un comme toi, bah, en plus, limite on a l'impression que tu t'en fous. J'exagère un peu, mais ça passe crème, quoi, et Ouais, je vais écouter ce qu'elle fait, et puis, pour me faire un petit peu une idée et voir comment est-ce que je pourrais me réapproprier, quoi. bah, très bien, très bonne idée. Top. Donc si on revient sur, justement tes véhicules d'investissement, tu as beaucoup investi dans un premier temps tout seul, mais est-ce qu'avant, Diaspora Venture, tu avais déjà, investi dans des fonds qui investissent directement dans des boîtes? Bah, en fait, j'ai monté 3 fonds en tout. Hem, j'ai monté un premier fonds qui s'appelait Avraham Capital. J'avais levé un peu d'argent autour de gens, qui voulaient investir dans mes deals, en fait. Donc on avait levé 1,5 million. On a investi dans 15 boîtes. Ce fonds se porte bien. Donc Ah, il les existe jeunes, toujours? bah, en fait, les participations qu'on a existent, si tu veux, mais on a tout déployé, on n'a plus d'argent. En fait, c'est comme ça les fonds. Ah, c'était un Les fonds fonds tu lèves. classique, de entre 7 ans et 10 ans comme, on a l'habitude de voir, quoi. Ouais, c'est ça, mais en gros, l'idée, c'est que tu lèves de l'argent. Une fois que tu as investi dans toutes les boîtes, bah, après tu attends. Tu vois? Tu attends que ça revienne, tout simplement. Donc on a déjà fait quelques exits dans ce fonds-là, qui est un fonds qu'on a déployé entre 2018 et 2019, donc il y a pas très longtemps. Il y a déjà eu quelques success stories sympas, dont Lalilo, par exemple, qui était une boîte française, revendue à Renaissance aux US. Mmh. Darewise, récemment, qui est une boîte de gaming française qui a été revendue à, Animoca. Mmh. Heu, on a eu quoi d'autre? C'est avec ce véhicule que tu as investi dans Sunrise? Non, Sunrise, c'était un business angel. Avant ça, j'avais fait une vingtaine de deals, perso, avant ça, et c'est ce qui m'a permis de commencer à développer un peu une réputation et de lever un premier petit fonds. Donc voilà. Ensuite on a monté Diaspora avec Carlos. Donc ça, c'était en plein pendant le covid et on s'est dit: «En gros, faut monter un fonds qui va backer les Français aux US», parce que c'est un peu à tous les 2 notre, spécialité, notre angle. Et puis, bah, on a levé un petit peu d'argent, un peu plus que Avraham Capital, et on avait entre autres Xavier Niel et d'autres investisseurs comme ça. Et puis on a investi, en un an, en 15 mois, on a investi dans 17 boîtes. Pareil, un beau portefeuille, des très belles boîtes dans ce portefeuille aussi. Alors là, c'est très jeune, hein, parce que j'ai quitté moi fin septembre 2021, donc il y a Mais tu as pas beaucoup toujours de temps. des participations? Bah, en fait, je suis toujours actionnaire des boîtes dans lesquelles j'ai investi, quand j'y étais. Mmh, Et c'est puis juste le que jour tu où n'es je suis plus parti, opérationnel, quoi, ouais. ouais, le jour où je suis parti, Diaspora a continué, je continue encore aujourd'hui à investir dans des boîtes, et dans ces boîtes-là, je suis pas actionnaire, mais j'étais actionnaire dans les boîtes, des 15 premiers mois, et donc je continue à aider les boîtes de ce portefeuille. Hem et en fait, j'ai quitté Diaspora en même temps que j'ai quitté Willow. J'avais envie un peu d'un reset, quoi, tu vois? Je me voyais en fait monter un nouveau fonds, plus gros et avec un angle très différent. J'avais pas envie de continuer à investir que dans les Français aux États-Unis, tu vois? J'ai fait un switch un peu dans ma tête aussi, où je me suis dit: «Bon, ça fait quand même longtemps que je suis aux États-Unis. Il serait temps peut-être de devenir un vrai Américain». Et tu vois? J'ai toujours cette ADN française, et donc j'ai toujours un deal flow, avec beaucoup de Français et cetera, mais je voulais pas être bloqué que sur ça. Et puis j'avais aussi cette idée de fond, donc de Origins, que j'avais pitché à Blaise, Matuidi, donc que j'avais rencontré, qui est joueur de foot, bien connu, et je l'avais rencontré, et puis un jour j'ai eu cette idée, hem et je pensais d'ailleurs après Willow, j'allais devenir VC. Et donc c'est ce que j'avais dit à Carlos quand je lui ai dit que je voulais quitter, Diaspora. C'était monter un nouveau fonds et je pensais que j'allais devenir full time, et puis finalement non. J'ai eu le bug de l'entrepreneuriat avec la bonne idée et les bonnes personnes, donc je suis reparti, et donc du coup, on a quand même levé ce fonds Origins
avec une thèse très différente de tout ce qui existe. On s'est dit, et c'est ce que j'avais pitché à Blaise, je lui ai dit: «Écoute, les joueurs de foot français sont pas du tout, investis dans la tech et pourtant ils ont les plus gros réseaux sociaux au monde». Quand tu regardes les joueurs de NBA aux États-Unis, de NFL, de MLB et cetera, ils sont tous dans la tech. Ils ont soit des fonds à eux, soit, ils sont investisseurs dans des boîtes. Ils utilisent leur nom, en fait, pour rentrer dans des très belles boîtes. Je me suis dit: «Il faut qu'on fasse la même chose avec des athlètes européens et en particulier les footballeurs» et nous, ce qu'on va faire en plus, c'est que les gens qui vont investir chez nous et ben, on va leur demander d'ouvrir leurs réseaux sociaux une fois par mois à nos boîtes, du portefeuille. Ouais, ça Donc c'est on va investir que dans des boîtes consumer, que dans des boîtes qui ont des produits grand public qui intéressent du coup, bah, potentiellement les fans de, joueurs de foot. Il faut que ça puisse de l'audience intéresser gratuite, quoi. Ouais. exactement, l'audience gratuite et en fait, c'était la bonne idée qu'on a eue et qu'on a pitché, bah, aux footballeurs et pas que, hein, parce qu'on a 50 de nos investisseurs du fonds qui sont des grands athlètes, heu C'est combien de personnes et à ça peu près? Les gens les LP, c'est ça? Limited c'est un fonds classique ou ouais, c'est un fonds classique, et on a, une cinquantaine d'athlètes, de haut niveau. Donc on a beaucoup de footballeurs, hein. Dans le lot, on a, N'Golo Kanté, Olivier Giroud, Paolo Dybala, Presnel Kimpembe, Kingsley Coman. On a beaucoup de Français, mais pas que. On a Miralem Pjanic, on a, plein, j'en oublie plein. On a Antoine Dupont dans le rugby, on a Teddy Riner, donc on a vraiment des athlètes connus qui ont des gros réseaux sociaux et qui ont accepté en fait les règles de ce jeu-là, qui était de dire: «Bon, bah, écoute, quand on investit, une fois par mois, on va te demander de nous laisser publier une campagne de com pour une boîte». Et voilà, on vient de faire la première campagne, bah, hier au moment où on se parle, donc un peu plus longtemps au moment où on écoute, Mmh. pour Moka Care, qui est la une boîte dans laquelle on a investi dans le monde de la santé mentale. Et puis en fait, bah, tout le monde a reposté, tous nos athlètes, tu regardes les C'est une stories puissance de feu ça. c'est une puissance, de feu et que personne n'a réussi à faire avant nous, vraiment dans le monde entier, hein. Il y a personne qui a réussi à faire ce qu'on a fait et voilà. Donc c'est ça qui méritait en fait, ce fonds, il méritait d'exister parce qu'on a eu une bonne idée et puis je me suis associé, à la bonne personne, du coup, à Blaise, Salomon Ayache qui est basé à Paris, donc lui qui investit, plutôt en France, et Yohan Benalouane qui est aussi un joueur, de foot professionnel, qui est un ami de Blaise d'enfance Mmh. et puis on a décidé de monter ce fonds ensemble et là vraiment on voit l'impact dès maintenant qu'on a pour les boîtes. Et Blaise, comment est-ce que lui, est-ce que c'est quelqu'un qui, il mettait des chèques quand même? J'ai cru voir sur les réseaux qu'il a eu à mettre quelques petits tickets dans des produits tech des Ouais, fois, lui je l'avais vu sur, ouais, ouais, lui il celui a de fait mon pas mal associé, de je sais plus quel, ouais. exactement, lui il a fait pas mal d'investissements dans des startups, c'est pour ça qu'on a commencé à en parler ensemble. J'avais vu, plusieurs des investissements qu'il avait fait, je le trouvais assez smart dans sa façon d'investir aussi. Et puis là, du coup, bah, Blaise, il finit sa carrière, hein, il finit gentiment et il est très intéressé par la tech. Ce projet-là lui a plu plus que d'autres. Il fait pas mal d'autres choses aussi, mais c'est là où il passe le plus de temps aujourd'hui, Origins. Tu vois, il parle aux boîtes à qui on parle, il est très impliqué dans tout et son job dans le fond, lui, c'est la partie communication. Donc, vraiment community management, des athlètes pour leur expliquer, voilà, quelles boîtes dans lesquelles on a investi, à quel moment il faut en parler, comment il faut en parler et cetera et c'est ça un peu son job, avec nous, alors que nous, Salomon et moi et Lara, on est plus focus sur les investissements. Yes. Mais qu'est-ce qui fait que Blaise, lui, veut bosser avec quelqu'un comme toi? J'imagine que dans son portefeuille, en tout cas dans son audience, il doit avoir plein de personnes un peu sans sans être, sans être hautain, hein, mais j'imagine qu'il doit avoir forcément dans son entourage, il doit être approché par, des trucs un peu plus gros, peut-être des fronts Ouais, plus établis qui pourraient lui dire: «Bah, viens plutôt rejoindre, ce paquebot que d'aller sur un truc que tu ouais. pars de zéro.» Bah, écoute, on a eu un très bon, je pense déjà, c'était une connexion humaine très forte dès le début. C'est-à-dire que, on s'entend hyper bien et on est très complémentaires. Il est papa de 4 enfants comme moi. Enfin, tu vois, Mmh. même si on n'a rien à voir, bah, en fait, on a des points Parler des communs. trucs de papa. Ouais, les trucs de papa, quoi, tu vois?
et bon, déjà, il y a une connexion humaine qui a fait qu'on était chaud pour s'associer, tu vois? Et puis, ouais, il y avait une autre équipe qui lui avait proposé exactement la même chose en Europe, un tout petit peu avant moi, et puis quand je lui ai proposé ça, bon, bah, il a switché, il a suivi son instinct, et voilà. Après, il y a pas non eu non bah, oui, aujourd'hui, ça paraît évident, tu vois? Et tu te dis: «Bah, ouais, mais pourquoi, Sequoia Capital n'a pas proposé à Blaise de monter un fonds où il fait venir des athlètes?» Et on bien sûr, maintenant qu'on a eu l'idée et que l'idée, elle est publique, oui, tu C'est peux là te où on dire, pense, ouais. Mais avant, il fallait bien bien sûr. quelqu'un y Voilà, avant, il fallait bien y penser, et ça, c'était moi, et du coup, heu, voilà, maintenant, on a créé ça ensemble, et on va continuer ensemble. yes, on a hâte de suivre tout ça de près. J'ai encore quelques petites questions là avant de te lâcher. Dis-moi, est-ce quelles sont les parties les plus dures, les plus difficiles de ton job, de ta vie? Hem, Parties les plus difficiles, non, bah, écoute, tu sais, quand tu es quelqu'un de qui a autant de responsabilités, pour tes équipes et pour les gens autour de toi, ben, il faut être à la hauteur tout le temps. Il faut avoir la forme tout le temps, il faut avoir de l'énergie tout le temps. Tu es tout le temps celui qui doit convaincre et redonner le moral, ou redonner le mental ou l'énergie à tout le monde, et ça veut dire que toi, tu as pas le droit d'être fatigué. Tu vois? Tu as pas le droit d'être down, et il se trouve que c'est pas mon profil. Moi, j'ai pas, j'ai un tempérament très, très optimiste, très positif, et tu demandes à mes équipes ici, je pense qu'ils m'ont jamais vu de mauvaise humeur ou énervé, ou tu vois? Je prends toujours beaucoup de recul, très rapidement sur les choses. Hem, mais des fois, ça peut être difficile parce que des fois, tu as pas envie. Des fois, tu es, bah, comme tout le monde, en fait, tu as des coups down. Voilà, moi, ça m'arrive pas souvent, mais disons que ça peut arriver le matin de se réveiller et bon, bah, d'avoir un truc qui t'a embêté, pro ou perso, et puis après, bah, tu as un all hands avec toute la team, et puis c'est toi qui dois chauffer l'ambiance, bah, voilà, des fois, c'est un effort, c'est un effort. Hem, c'est peut-être le truc le plus difficile quand tu es CEO, c'est que je pense que tu as pas le droit d'être down, et c'est pour ça qu'il y a des sujets de santé mentale, il y a des sujets de burn-out, il y a des sujets de déprime. Tu vois, on en parle de plus en plus. Voilà, moi, je suis pas sujet à ça. Je pense que tu as quand même des profils là-dedans, et moi, c'est pas trop mon tempérament, mais c'est quand même quelque chose que Ouais, tu dois garder en tête. ça existe et puis, d'où moka.care. Donc, Non, Moka, ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est effectivement. un des trucs Et c'est qui m'ont intéressant fasciné. de voir puisque j'ai suivi un petit peu, les interviews qu'ils ont fait sur YouTube, de voir, des acteurs sur le terrain. Notamment, j'ai vu, je crois Jean de la Rochebrochard, qui a parlé, lui, en tant qu'investisseur, ce à quoi il peut être confronté comme, élément de pression. Dépression, je dirais pas, mais en tout cas de grosse pression. Ouais, Qui d'autre? Je crois j'ai vu aussi, je crois Guillaume Aubèche qui a aussi expliqué, donc c'est des gens auxquels on peut clairement s'identifier et puis pas se dire que ça concerne juste certaines personnes, non. C'est en tant que chef d'entreprise, en tant qu'investisseur, en tant que salarié, donc c'est différentes formes de pression dont il faut, s'en rendre compte et puis, c'est possible d'à minima identifier, heu, lorsqu'on est au niveau de la ligne rouge, quoi. C'est pas évident, mais ouais, si on peut l'identifier, on peut parfois mettre une c'est pause ça, et avoir des outils c'est pour ça. Malheureusement, il faut passer par une phase, soit de déprime, soit de burn-out, et cetera, pour pouvoir l'identifier plus tard. yes. Comment est-ce que Et tu progresses, Ilan? bah, moi, je suis très curieux. Je suis hyper curieux. Donc, toutes les choses que je comprends pas, bah, je les apprends. Tu vois? Quand la blockchain, quand le Web3, quand les cryptos sont nés, j'ai mis mon nez dedans, quoi. Tu vois? Tu investis un peu? Ouais, bah, oui, forcément, hein. Obligé, obligé. Moi, j'aime tout ce qui est risqué, donc, forcément, j'ai donné dans les cryptos, j'ai donné dans les NFT, je suis un passionné d'NFT, je suis un collectionneur aussi. Donc je progresse comme ça, en fait, je me laisse jamais dépasser par quelque chose. En tout cas dans mon domaine, dans la tech au sens très large, parce que je pense que c'est aussi mon job, c'est-à-dire d'être au courant de ce qui se passe avant tout le monde.
Mmh. C'est une force, dans une boîte ou en tant qu'investisseur, en tant que voilà, tout ce qui est puis voilà et donc je pense que c'est comme ça que je progresse, c'est que je m'endors jamais sur ce que je sais. Plus j'apprends, plus j'ai l'impression de rien savoir. Plus j'étudie, plus je suis ignorant et j'en ai conscience et donc je m'endors jamais. Yes. Tu peux nous partager, un de tes plus, gros regrets dans ta vie? J'ai pas de regrets. Je regrette rien, vraiment. Non, je te jure, il y a rien qui me vient en tête parce que je te dis quand tu as une philosophie de vie qui fait que tu sais que les choses qui t'arrivent bien ou mal, elles t'arrivent pour une raison et que tu comprends plus tard, bah, tu peux pas regretter les choses. Il y a rien à regretter en fait, c'est que ça devait se produire donc vraiment j'ai pas de regrets parce que je sais qu'on c'est des choses que j'aurais pas pu éviter. C'est quoi ta plus grande fierté? Mes enfants, mes enfants. Tu aurais, un bouquin à nous recommander? Bah, s'il y a un seul bouquin que tu devrais offrir à quelqu'un, ce serait lequel? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de bouquins en fait que j'aime. Hem, non, il faut en fait, je recommanderais pas de bouquins, tu vois, leçons de vie ou, des choses qui m'ont changé la vie ou non, par contre des bouquins sympas à lire, récemment j'en ai lu, au moins 2. Le premier c'est, alors j'essaie de me rappeler du nom, c'est sur l'histoire d'Instagram. Hem, il s'appelle, hem la journaliste s'appelle Sarah Meister, si mes souvenirs Mmh. sont bons. Enfin, je Ça peut retrouverai être le nom retrouvé, après. ouais. Ouais, et en fait, qui raconte toute l'histoire d'Instagram, de sa création, au rachat par Facebook, au post-rachat par Facebook, et cetera, avec des histoires incroyables de l'intérieur. Hem, on apprend beaucoup, en fait, sur la mentalité des gens, comment sont nés les réseaux sociaux, en fait, comment, les techniques, qui ont fait que ça a grossi aussi vite. J'ai beaucoup appris avec ce bouquin. Un autre, que j'ai adoré, qui est une histoire, romancée, mais qui est une histoire vraie, qui s'appelle American Kingpin, de Nick, Bilton, qui est sur l'histoire en fait, bah, de cet entrepreneur en fait qui a monté le Amazon des drogues et des armes sur le dark web. Et qui raconte toute l'histoire du début de la création de ce site, dans le dark web à sa capture. Et d'ailleurs, je sais qu'ils sont en train d'en faire un film, mais un livre passionnant, American Kingpin. Voilà, ça, c'est un de mes livres, favoris des dernières années. Yes, on va mettre tout ça en commentaire d'épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Ouais, il faut tout faire par passion. Je pense que tu sois employé, entrepreneur, podcasteur, il faut faire que des choses qui te passionnent. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants tout le temps et quand ils me demandent pourquoi, je leur dis que en fait, c'est la meilleure façon d'être meilleur que les autres. Pas meilleur pour, arriver premier, être meilleur pour avoir une vie qui te satisfait. Parce qu'en fait, on se satisfait pas d'être moyen dans la vie. Mmh. Sinon, on est malheureux, tu vois? Yes. Si tu es un average, job dans une average company, bon, tu le vois bien, les gens sont pas les plus heureux au monde ou alors ils s'en foutent de leur boulot. Tu vois? Et c'est un autre, profil et c'est très bien aussi. Tu vois? Si ton boulot est moyennement important dans ta vie et que tu es heureux avec le reste, bon, bah, dans ce cas-là, c'est très bien. Par contre, là, je m'adresse juste effectivement aux gens pour qui le travail est important et le bonheur au travail est important. Bah, je pense que l'enjeu, c'est de réussir à trouver ce qui nous passionne, que ce soit un secteur d'activité, que ce soit, tu vois, des gens qui travaillent aujourd'hui dans climate change, tu vois? Ou dans des Mmh. startups qui réseau bah, ça, c'est des gens passionnés, tu vois? Ils ont vraiment envie de trouver des solutions là-dessus et je pense qu'eux, ils seront meilleurs que la moyenne et donc ils seront plus heureux que la moyenne. Ou que tu aies des talents en peinture, en design et que tu choisisses un métier qui soit là-dedans, ou que toute ta vie, tu aies eu envie de créer un projet ou un produit ou une boîte et ben, tu pars avec de l'avance, en fait, par rapport à la majorité des gens
qui ne sont pas passionnés et voilà, ça c'est le truc, je pense qui me en tout cas qui moi me m'a toujours, interpellé et je ne fais rien qui ne me passionne pas. Donc voilà, on verra où j'en serai dans 10 ans ou dans 15 ans, mais en tout cas aujourd'hui je suis heureux grâce à ça. Yes, on a hâte de suivre ça. On te contacte où, Ilan? À LinkedIn, LinkedIn, yes. ouais, On va mettre le lien en description et on va mettre aussi le lien, la nouvelle URL. Quand je tape là, ça me redirige directement sur dot.com, c'est parce que bon, le truc n'est pas voilà, bah, ça ce sera plus le cas au moment où on se parle normalement. parfait. Écoute, Ilan, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? C'est quelqu'un qui trouve des raccourcis pour tout dans la vie. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Nice. Merci, Ilan. Et j'ai hâte de faire un prochain enregistrement avec toi, mais directement à New York, en présentiel. Eh ben, je t'attends. Parfait. Merci Guy. Merci encore. Merci à vous qui, là, on est presque à 2 heures d'enregistrement. Merci pour vos messages. Merci, de continuer de suivre des brouillards et c'est hyper important, abonnez-vous à la newsletter. Abonnez-vous aussi au podcast d'Ilan, lui à New York. Il va bien sûr, enregistrer des épisodes dans l'avenir. Il n'a pas complètement abandonné, mais on peut suivre, excuse-moi, j'ai oublié son prénom. Elsa de Elsa Seine. qui a repris le lead dessus avec de super guests et ce serait l'occasion d'avoir un petit peu une vision, panoramique des entrepreneurs qui sont, du côté des États-Unis, notamment à New York. Merci Elan et à très vite. Merci Guy, à bientôt.